pauvre employée de maison. Elle protégea la mère du millionnaire d'une gifle. La vengeance qui s'ensuivit fut incroyable. Personne dans ce salon doré n'aurait imaginé que ce serait l'employée, celle au tablier gris et aux mains cailleuses, qui oserait arrêter la main de l'homme le plus puissant de la ville. Mais ce qui se produisit ensuite ébranla les fondations même de son empire. Le salon de réception de l'hôtel particulier Delacroix, ce soir-là, était la chose la plus proche du paradis que Claire Martin ait vue en ses 26 ans d'existence. 400 bougies blanches flottaient dans des lustres de cristal suspendus au plafond comme des constellations piégées sous verre. Les fleurs, gardénias, roses blanches, orchidées ivoires, emplissaient l'air d'un parfum si dense qu'on aurait presque pu le mâcher. Les tables étaient dressées de nappes de lin brodées, et sur elles brillaient des coupes en cristal de bohême qui captaient la lumière et la renvoyaient en minuscules arcs-en-ciel. Claire n'était pas une invitée. Elle ne l'avait jamais été. Elle faisait partie du paysage invisible qui rendait possible tant de beauté. Celle qui arrangeait les centres de table avant l'arrivée des maîtres. Celle qui ramassait les coupes vides avant que quiconque ne les remarque. Celle qui existait aux marges du luxe d'autrui sans jamais le toucher vraiment. Elle travaillait depuis 4 mois à l'hôtel particulier Delacroix, 4 mois à apprendre les couloirs de marbre, les noms des pièces, les goûts de chaque membre de cette famille si distante et si complexe. 4 mois à observer, à se taire, à sourire quand c'était nécessaire et à disparaître quand c'était plus opportune. Cette nuit, cependant, quelque chose dans l'air était différent. C'était le 50e anniversaire de mariage de M. Étienne Delacroix, décédé depuis 3 ans, et de Madame Geneviève, sa veuve, qui avait insisté pour le célébrer malgré tout. Étienne l'aurait voulu ainsi, avait-elle dit de cette voix douce mais ferme que Claire avait appris à respecter profondément. Il aimait les réceptions, il aimait voir la famille réunie, et je ne laisserai pas son absence effacer ce que nous avons construit. Madame Geneviève avait 74 ans, les cheveux entièrement blancs relevés en un chignon élégant et des yeux couleur ambre qui gardaient encore la clarté de quelqu'un qui avait bien vécu et avec intention. Elle portait ce soir-là un tailleur beige, avec des détails dorés aux poignets, discret, coûteux, empreint de dignité, et elle marchait appuyée sur une canne de bois sombre qui ressemblait plus à un sceptre qu'à une nécessité médicale. Claire l'admirait en silence. Il était difficile de ne pas le faire. La dame avait été aimable avec elle dès le premier jour. Quand Claire était arrivée avec son nouvel uniforme, encore froissé du paquet et la nervosité marquée sur sa mâchoire, « Ne vous figez pas, ma petite », lui avait dit Madame Geneviève avec un sourire espiègle. « Seules les assiettes trop lourdes peuvent vous faire du mal ici. » Et elle avait ri seule de sa propre plaisanterie, d'un rire sincère qui avait touché Claire en plein cœur. Mais les Delacroix n'étaient pas seulement Madame Geneviève. Il y avait aussi ses fils. Romain Delacroix avait 33 ans, le genre de visage que les magazines mondains qualifiaient de grand A, attractif, et un sourire que Claire avait appris à décrypter avec précision dès la première semaine. Quand il était réel, ce qui arrivait rarement, il était charmant. Quand il était faux, ce qui arrivait presque toujours, il avait le tranchant d'un scalpel. C'était le second fils, celui qui était resté en ville tandis que son frère aîné partait à l'étranger, celui qui administrait les affaires familiales depuis la mort du père, celui qui signait les chèques et prenait les décisions et convoquait les réunions avec les avocats. Et c'était aussi celui qui traitait sa mère comme un problème administratif en attente de résolution. Claire l'avait remarqué dès le début, avec cette capacité d'observation que développent ceux qui doivent lire l'ambiance avant de parler. Les silences tendus au petit déjeuner, les instructions que Romain donnait sur la maison sans consulter Madame Geneviève, les documents qui apparaissaient sur le bureau de la dame avec un stylo posé dessus et une pression implicite. La façon dont il la regardait parfois quand il croyait que personne ne le voyait, avec une impatience à peine dissimulée, comme celui qui attend d'hériter de quelque chose qu'il considère sien depuis trop longtemps. Cette nuit, la tension était plus dense que le parfum des gardénias. Claire le percevait en circulant parmi les invités avec son plateau de coupe, maintenant la posture correcte, le sourire juste, les yeux attentifs. Elle avait appris à se mouvoir ainsi, présente sans être remarquée, utile sans être mémorisée. C'était un art qu'elle avait perfectionné au fil des ans, depuis l'âge de 14 ans, quand elle commença à nettoyer des maisons dans sa banlieue, puis à 16 ans quand elle obtint son premier emploi formel dans un restaurant du 16e arrondissement, jusqu'à 22 ans quand elle entra au service domestique de maisons de haut standing. Elle connaissait ce monde mieux que beaucoup de ses habitants. La réception avait bien commencé. Les invités arrivèrent à l'heure, des hommes d'affaires, de vieilles connaissances de la famille, quelques politiciens discrets que Claire reconnut des actualités. Et Madame Geneviève les reçut tous avec cette grâce tranquille que seule la confère aux gens qui ont serré la main à la même catégorie de personnes pendant 50 ans. Romain resta à ses côtés les 2 premières heures, souriant du bon sourire, donnant les accolades précises
étant l'hôte que l'occasion exigeait. Mais à 22 heures, quelque chose changea. Claire ne sut pas ce qui fut le premier. Peut être le troisième whisky que Romain se servit sans que personne ne le lui propose. Peut être l'appel qu'il reçut et qui le sortit du salon pendant 20 minutes, la mâchoire serrée. Peut être une conversation qu'il entendit et qui lui altéra l'humeur d'une manière que l'alcool amplifia ensuite. Le fait est que, quand il revint au salon, il était une autre personne. Claire le vit chercher sa mère parmi les groupes d'invités. Il la trouva parlant avec maître Aurélien Dubois, un vieil avocat ami de la famille, près de la grande fenêtre. Madame Geneviève avait le visage animé, les mains en mouvement tandis qu'elle racontait une histoire, probablement sur Monsieur Étienne, sur un voyage ou un projet des premières années, et sa voix parvenait en fragments chaleureux au-dessus de la musique. Romain s'approcha en ligne droite, sans s'arrêter pour saluer, sans attendre. « Maman » dit-il d'une voix qui se voulait discrète, mais que Claire entendit parfaitement depuis l'endroit où elle se trouvait, à environ 6 mètres. « J'ai besoin de vous parler maintenant. » Madame Geneviève leva une main douce sans interrompre sa conversation. « Tout à l'heure, mon fils, laissez-moi finir avec Aurélien. » Ce fut ce geste, ce petit geste d'attente, si naturel, si humain, qui alluma quelque chose chez Romain. « J'ai dit maintenant, » répéta-t-il, et cette fois la voix ne prétendait à rien. C'était un ordre. Maître Aurélien recula discrètement d'un pas. Le premier territoire cédé de la nuit. Madame Geneviève se tourna vers son fils, avec une expression qui mêlait la patience à quelque chose de plus dur, de plus profond. « Romain, je suis chez moi, à ma réception, en train de parler avec mon ami. Vous pouvez attendre 5 minutes. » Ce qui se produisit ensuite dura moins de 3 secondes. Claire vit tout avec une clarté que le temps ne lui effacerait jamais. La mâchoire de Romain se tendit, le verre serré dans sa main droite, jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Le moment où le bras commença à bouger vite, décidé, dans l'arc incomparable de quelqu'un qui va frapper, elle ne réfléchit pas. La pensée vint après, quand il était déjà trop tard pour regretter. Sa main sortit avant que le cerveau ne donne aucune instruction. Elle lâcha le plateau. Les verres tintèrent, mais ne tombèrent pas, miraculeusement équilibrés sur une petite table voisine. Et elle fit 2 pas rapides, et sa paume se referma autour du poignet de Romain, au point exact où la vitesse du coup était maximale. Elle l'arrêta en plein air. Le salon entier se figea. Ce ne fut pas un silence graduel de ceux qui s'installent quand les gens remarquent peu à peu que quelque chose se passe. Ce fut immédiat et total, comme si quelqu'un avait coupé le son d'un coup. La musique continua. Le quatuor à cordes dans le coin mit 3 mesures de plus à s'en rendre compte. Mais toutes les conversations, tous les rires, tous les mouvements s'arrêtèrent en même temps. Orienté vers ce point du salon où une jeune fille en tablier gris tenait en l'air la main de Romain Delacroix. Claire ne le lâcha pas, le regarda droit dans les yeux. Il n'y avait pas de rage dans son expression. La rage était un luxe qu'elle avait appris à ne pas se permettre. Mais il y avait quelque chose de être plus difficile à soutenir. Un calme absolu, sans excuse, sans peur, sans le moindre signe qu'elle pensait bouger. Romain la regarda comme s'il ne parvenait pas à traiter ce qu'il voyait, comme si l'univers entier avait commis une erreur logique fondamentale et qu'il était le seul à l'avoir remarqué. Une employée de maison lui tenait le bras dans sa propre maison, devant 400 bougies et 80 invités, et le portrait de son père accroché au-dessus de la cheminée. « Lâchez-moi » dit-il si bas que seule Claire, Madame Geneviève et maître Aurélien l'entendirent. Claire ne bougea pas. « Lâchez-moi » répéta-t-il, et cette fois, la voix avait quelque chose de différent, la texture spécifique de quelqu'un qui essaye de ne pas exploser en public. « Avec plaisir » dit Claire à voix basse mais claire. « Quand vous baisserez le bras, Madame Geneviève, à ses côtés, ne dit rien. Elle avait la main posée sur l'avant-bras de Claire, non pour l'écarter, mais comme quelqu'un qui touche pour remercier de quelque chose que les mots ne suffisent pas à dire. Et ses yeux couleur ambre étaient fixés sur son fils avec une expression que Claire ne parvint pas à déchiffrer entièrement. C'était de la tristesse, oui, mais c'était aussi quelque chose de plus ancien et de plus dur. C'était la reconnaissance de quelque chose qu'elle savait peu, être depuis longtemps, et qui, cette nuit-là, avait simplement trouvé un nom. Romain baissa le bras. Claire le lâcha. Pendant un instant, personne dans le salon ne respira. Ce fut le quatuor à cordes qui rompit le silence, reprenant la mélodie avec la maladresse de musiciens qui ne savent plus quoi faire. Puis vinrent les murmures, d'abord doux, puis plus audibles, et le son des coupes qu'on relevait et des conversations qui reprenaient avec cette énergie nerveuse que les gens ont quand ils ont été témoins de quelque chose qu'ils ne savent pas encore comment commenter. Romain ne regarda plus sa mère. Il regarda Claire et dans ce regard, long, froid, sans aucune des couches sociales qu'il avait portées toute la nuit, il lui dit avec une clarté absolue ce qui allait suivre. Ce n'étaient pas des mots,
C'était une promesse. Claire l'a reçue sans ciller car en 4 mois de travail dans cette maison, elle avait appris beaucoup de choses sur les Delacroix, et l'une des plus importantes était que les hommes comme Romain n'oubliaient pas et ne pardonnaient pas, mais pas non plus. Et c'était ce qu'il ne savait pas encore d'elle, il ne pardonnait pas à ceux qui avaient raison. Madame Geneviève lui serra doucement le bras une fois de plus avant de se tourner vers ses invités avec un sourire serein, comme si rien ne s'était passé, comme si le monde entier ne venait pas de prendre un petit mais irréversible tournant. « Quelqu'un veut du champagne ?» dit-elle d'une voix parfaitement stable. Et Claire ramassa son plateau au sol, arrangea les coupes qui miraculeusement ne s'étaient pas brisées et reprit son travail, les mains parfaitement fermes et le cœur battant à 200. Claire ne dormit pas cette nuit-là. Ce n'était pas la peur exactement qui l'empêchait de fermer les yeux. Ou pas seulement la peur, c'était cette clarté étrange qui arrive parfois après avoir fait quelque chose d'irréversible. La certitude que le monde qui existait avant ce moment n'existe plus et que le nouveau n'a pas encore de nom ni de forme définie, un limbe lumineux et terrifiant à la fois. Sa chambre était petite et se trouvait dans l'aile de service, 3e étage de l'hôtel particulier, 4 mètres carrés avec un lit simple, une commode en bois clair, un placard étroit et une fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Par cette fenêtre parvenait l'odeur de la terre mouillée et du jasmin sauvage, et d'autres nuits, cette odeur la calmait. Cette nuit, non. Elle resta allongée sur le dos, les yeux ouverts, écoutant les bruits de la maison se vider peu à peu. Le dernier invité qui saluait, les pas du personnel ramassant les derniers vestiges de la fête, la voix de Madame Thérèse, la gouvernante en chef, donnant des instructions dans le couloir avec ce ton bas et efficace qu'elle avait même à minuit. Puis le silence, et dans le silence, l'attente. Claire connaissait suffisamment le monde pour savoir que Romain Delacroix n'était pas du genre à laisser passer les choses. Elle l'avait observé pendant 4 mois avec cette attention soutenue qui est à la fois un privilège et une nécessité pour ceux qui travaillent près du pouvoir. Les maîtres remarquent rarement leur personnel, mais le personnel remarque toujours ses maîtres. Elle avait vu comment Romain traitait les fournisseurs qui ne respectaient pas les délais, les employés qui commettaient des erreurs, les associés qui osaient le contredire en réunion. Elle avait vu cette mâchoire se tendre, cette voix devenir plus basse et plus tranchante à la fois, ce sourire se transformer en quelque chose qui avait la forme d'un sourire, mais aucune de ses propriétés. Elle savait ce qui allait arriver, ce qu'elle ne savait pas, c'était quand. La réponse arriva à 7 heures du matin. Claire avait réussi à s'endormir à peine quelques heures avant l'aube et le coup à la porte, 3 coups secs, sans attendre, la réveilla, le cœur battant déjà avant que son cerveau n'ait fini de traiter où elle était. Elle s'habilla vite, avec des mains plus calmes qu'elle ne l'espérait, et ouvrit. C'était Marc, un des assistants de Romain, jeune, sérieux, avec cette expression de quelqu'un qui exécute des ordres sans en être responsable. « Monsieur Romain vous attend dans son bureau », dit-il. Sans bonjour, sans rien de plus. « J'arrive », répondit Claire. Le bureau de Romain était au rez-de-chaussée, au fond du couloir principal, une grande pièce au mur en bois sombre, une bibliothèque occupant tout le mur du fond, et un bureau en chêne massif faisant office de tranchée. Romain était debout quand Claire entra, pas assis, ce qu'elle interpréta comme une décision délibérée. Debout, on a plus de hauteur, plus de présence, plus de domination de l'espace. Elle le regarda sans baisser les yeux. Il la regarda sans aucune des couches qu'il avait utilisées la veille. À la lumière du matin, sans l'alcool et sans les invités, Romain était plus intimidant que dans le salon doré. Non pas parce qu'il criait, il ne criait pas, mais précisément parce qu'il ne le faisait pas. Sa voix, quand il parla, était parfaitement contrôlée, presque cordiale, avec cette froideur spécifique de ceux qui ont appris que le ton tranquille effraie plus que le ton élevé. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» dit-il. « Ce n'était pas une question. Je suppose que oui, » répondit Claire. « Bien. » Il fit 2 pas autour du bureau sans trop s'approcher. Ce qui s'est passé hier soir était inacceptable. Vous avez pris une liberté qui ne vous appartient pas, dans un domaine qui ne vous concerne pas, devant des personnes dont l'opinion compte. Cela ne peut être laissé de côté. Claire attendit. « Votre contrat se termine aujourd'hui, » continua Romain. « Nous vous paierons le mois complet, bien que techniquement vous ne l'ayez pas travaillé. C'est plus que ce que vous méritez, mais je préfère que les choses soient réglées de manière ordonnée. Marc vous aidera à rassembler vos affaires. » Le silence qui suivit dura environ 3 secondes. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda Romain avec le ton de quelqu'un qui n'attend en réalité aucune réponse. « Oui, » dit Claire. Il cligna des yeux presque imperceptiblement. « Ce que j'ai fait hier soir, je le referai, » dit-elle, et sa voix ne tremblait pas. « Si quelqu'un lève la main sur une personne âgée, sur n'importe quelle personne, et que je suis à proximité, j'interviendrai. Peu importe qui lève la main. » Romain l'observa un long moment, le genre de moment où l'on peut voir quelqu'un décider quelle version de soi-même il va montrer. « Intéressant, dit-il finalement.
Gardez ce courage pour votre prochain emploi, si tant est que vous en trouviez un. Vous pouvez vous retirer. » Claire hocha la tête une fois et sortit. Dans le couloir, la porte refermée derrière elle, elle respira profondément et laissa son cœur retrouver son rythme. Ses genoux ne tremblaient pas, ce qui était bon signe, ses mains non plus. Bien. Elle monta dans sa chambre et commença à plier ses vêtements en silence. Ce que Romain n'avait pas calculé, c'était sa mère. Madame Geneviève fut informée de la situation à 8h30 du matin. Quand Madame Thérèse, qui travaillait dans cette maison depuis 22 ans et avait ses propres loyautés très clairement définies, l'en informa en lui apportant son thé du petit déjeuner. Claire était encore en train de faire ses bagages quand elle entendit les pas dans le couloir. La canne d'abord, puis les chaussures, un rythme qu'elle reconnaissait déjà parfaitement. La porte s'ouvrit sans frapper au préalable. Madame Geneviève entra dans la petite chambre avec la même prestance qu'elle aurait eue en entrant dans une salle de bal. Elle regarda la valise entrouverte sur le lit. Elle regarda Claire, qui s'était arrêtée, une chemise pliée dans les mains. « Laissez cela, dit-elle. »« Madame, j'ai dit laissez cela. » Claire laissa la chemise. Madame Geneviève referma la porte derrière elle et s'assit au bord du lit. La seule chaise était occupée par la valise, avec le calme précis de quelqu'un qui a pris une décision et vérifie simplement que les détails sont en ordre. « Mon fils vous a dit que vous partiez ?»« Oui, madame. »« Et vous lui avez dit oui ?» Claire hésita. « Pas exactement, mais quelle autre option ai-je ? C'est lui qui gère la maison. » Madame Geneviève leva une main d'un geste petit et définitif. « Cette maison s'appelle Delacroix, parce que mon mari l'a construite avec mon nom de famille inclus. Et tant que je serai vivante, personne ici ne signe une seule lettre de licenciement sans que je le sache et l'approuve. » Elle fit une brève pause. « Je ne l'approuve pas. » Claire la regarda. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Romain va. » Monsieur Romain, l'interrompit Madame Geneviève d'un ton qui avait la texture spécifique de quelqu'un qui a longtemps ravalé quelque chose. « Va apprendre qu'il y a une différence entre gérer les affaires d'une famille et gérer la famille elle-même. » Elle se leva à l'aide de sa canne, lentement mais sans hésitation. « Déballez vos affaires. » La conversation entre Madame Geneviève et Romain eut lieu le même matin dans le salon principal, et Claire ne la vit pas directement. Mais toute la maison la ressentit. Les bruits parvenaient amortis par les murs, et malgré cela, Claire, qui était dans la cuisine aidant à préparer le petit déjeuner de la dame sur instruction directe de Madame Thérèse, put distinguer les tons, sinon les mots. Romain, élevé, contrôlé dans la forme, mais pas dans le fond. Madame Geneviève, basse, constante, ne cédant pas un centimètre. Cela dura 40 minutes. Quand ce fut fini, Marc apparut à la porte de la cuisine avec une expression qui était moitié surprise et moitié quelque chose que Claire ne sut pas nommer entièrement. « Madame dit que votre chambre est toujours la vôtre, dit-il. » Claire sentit. « Merci. » Marc resta une seconde de plus que nécessaire, comme voulant ajouter quelque chose. Puis il s'en alla. La victoire, cependant, ne fut pas gratuite. Le même midi, Romain convoqua Madame Thérèse à son bureau et lui donna de nouvelles instructions. Instructions que Madame Thérèse transmit à Claire cet après-midi-là, avec une expression qui mêlait l'inconfort à la loyauté divisée de celle qui sert deux maîtres qui, soudain, vont dans des directions différentes. « Monsieur dit que vous ne travaillerez plus à l'intérieur de la maison. » Claire fronça les sourcils. « Comment ? À partir de demain, vos fonctions sont externes. Jardin, garage, entrepôt, sans accès aux pièces principales, sans servir au dîner, sans être présente à aucun événement social. » Claire traita cela en silence. « Et Madame Geneviève est au courant ?» Madame Thérèse baissa légèrement la voix. Monsieur l'a présenté comme une réorganisation du personnel, pas comme une punition. Je comprends. Vous allez bien ? Claire regarda par la fenêtre de la cuisine vers le jardin arrière, avec ses rosiers magenta et sa fontaine de pierre, et le tilleul qui commençait à perdre ses dernières fleurs de la saison. Oui, dit-elle, je vais bien. Ce n'était pas entièrement vrai, mais ce n'était pas entièrement faux non plus. Le jardin, au moins, avait un ciel. Ce que personne dans cette maison ne savait, ni Romain, qui la voulait invisible, ni Madame Thérèse, qui la voulait tranquille, ni même Madame Geneviève, qui la voulait protéger. C'était que Claire Martin portait en elle quelque chose que les 4 mois passés dans cet hôtel particulier avaient alimenté en silence. Ce n'était pas de la rage, bien que la rage existât. Ce n'était pas de l'orgueil, bien que l'orgueil fût également là. C'était quelque chose de plus patient et de plus dangereux, la mémoire des détails. Claire avait le genre d'esprit qui enregistre sans effort ce que la plupart des gens écartent. Les conversations dans les couloirs, les papiers laissés sur les bureaux quand personne ne s'attend à ce que le personnel sache lire, les noms mentionnés à voix basse lors des appels téléphoniques, les dates, les chiffres, les contradictions entre ce qui est dit en public et ce qui est fait en privé. 4 mois d'invisibilité avaient été, sans que personne ne le prévoie, 4 mois d'archivage. Et cet archivage, cette nuit-là,
tandis que Claire rangeait les outils de jardinage dans l'entrepôt sombre et écoutait la maison s'installer dans sa routine nocturne, commença à révéler son poids réel. Il y avait des choses qui ne collaient pas dans l'administration que Romain faisait des biens familiaux, des petites choses au début, un nom sur une facture qui ne correspondait pas, un virement mentionné lors d'un appel et qui n'apparaissait pas dans les registres visibles, mais qui, ensemble, formaient un schéma. Et les schémas, Claire le savait depuis qu'elle avait appris à lire le monde au lieu de simplement l'habiter, ne mentent pas. Elle n'avait pas encore assez d'éléments pour savoir exactement ce que Romain faisait, mais elle savait qu'il faisait quelque chose. Et elle savait aussi que tôt ou tard, cela allait avoir de l'importance. Ce fut la même semaine, le jeudi après-midi, quand Madame Geneviève l'appela à l'intérieur de la maison pour la première fois depuis la réorganisation, non par l'intermédiaire de Madame Thérèse, non par l'intermédiaire de Marc, mais directement avec cette voix douce et précise que Claire reconnaîtrait partout. « Claire, venez !» La chambre de Madame Geneviève était la plus grande de l'hôtel particulier. Des fenêtres allant du sol au plafond, des rideaux de soie crème, une coiffeuse ancienne avec un miroir ovale qui renvoyait la lumière de l'après-midi en ton doré. La dame était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, les mains croisées sur les genoux et cette posture droite qu'elle maintenait même quand personne ne regardait. « Fermez la porte !» Claire obéit. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame, Asseyez-vous, Claire. » Elle s'assit au bord du fauteuil en face d'elle, les mains sur les genoux. Madame Geneviève la regarda un instant, non pas avec le regard d'évaluation que les maîtres utilisent pour jauger le personnel, mais avec quelque chose de différent, de plus direct, de plus horizontal, comme quelqu'un qui regarde une personne dont il a besoin de savoir s'il peut entièrement se fier à elle. « Je veux vous demander quelque chose, » dit-elle, « et j'ai besoin que vous me répondiez avec la vérité, même si la vérité est inconfortable. »« Oui, madame. Qu'avez-vous remarqué dans cette maison ?» Claire ne répondit pas immédiatement. Elle pesa le poids de la question, ses couches, ce que le fait que Madame Geneviève la pose impliquait. « À quoi faites-vous référence exactement ?» demanda-t-elle prudemment. Madame Geneviève inclina légèrement la tête sur le côté. « À ce qui se passe avec mon argent, dit-elle, et avec mes papiers, et avec les décisions qui sont prises sans me le dire. » Le silence qui suivit avait une qualité différente de tous les silences précédents de cette semaine. C'était un silence de seuil, le genre de silence qui existe juste avant que quelque chose ne passe d'un côté à l'autre et ne puisse plus revenir. Claire respira et commença à parler. Parler fut plus difficile que Claire ne l'avait imaginé. Non pas parce qu'elle n'avait pas de mots, elle les avait, ordonnés avec cette précision méticuleuse qu'elle avait cultivée pendant des mois d'observation silencieuse, mais parce que les dire à voix haute, c'était les transformer en quelque chose de réel. Tant qu'il restait gardé en elle, ce n'était que des soupçons, des intuitions, des schémas que son esprit avait peu, être construits à partir de coïncidences sans lien réel. Mais au moment où elle les prononça devant Madame Geneviève, la porte fermée et la lumière de l'après-midi tombant dorée entre les rideaux de soie, ils cessèrent d'être des intuitions pour devenir des accusations. Et une accusation contre le fils de la femme assise en face de vous a un poids très spécifique, un poids qui ne disparaît pas, même si la femme hoche la tête et vous demande de continuer. Claire parla pendant 20 minutes. Elle lui raconta la facture du fournisseur d'équipements industriels qu'elle avait vu sur le bureau ouvert de Romain une fois où elle était entrée nettoyer, sans savoir qu'il n'était pas là. Le nom de l'entreprise ne correspondait à aucun des fournisseurs que le personnel connaissait et le montant était considérable. Elle lui raconta l'appel qu'elle avait entendu par inadvertance depuis le couloir. Un mardi après-midi, Romain marchant de long en large dans son bureau, la voix plus basse que d'habitude, où il mentionna un nom, Barreau, et une date, et quelque chose sur des signatures en attente qui devaient être réglées avant que la situation ne se complique davantage. Elle lui raconta les avocats qui visitaient la maison avec une fréquence qui avait augmenté ces 2 derniers mois, se réunissant toujours uniquement avec Romain, emportant toujours des dossiers qui repartaient fermés et revenaient ouverts. Elle lui raconta aussi l'enveloppe. Ce détail en particulier l'avait le plus inquiété, car c'était le plus difficile à expliquer par une justification innocente. 3 semaines plus tôt, alors que Claire rangeait les livres de la bibliothèque, une tâche qui lui avait été attribuée précisément parce qu'elle était considérée comme insignifiante, loin des espaces où se déroulaient les choses importantes, elle trouva entre 2 tomes d'histoire économique une enveloppe de papier craft fermée, avec le nom de Madame Geneviève écrit à la main sur la couverture. Pas le nom complet, juste Geneviève, avec l'écriture de Romain, que Claire connaissait des mémorandums internes parfois laissés sur les tables. Elle ne l'ouvrit pas, mais le remarqua. Et elle remarqua aussi que, lorsqu'elle revint 3 jours plus tard pour finir le travail de la bibliothèque, l'enveloppe n'était plus là. Madame Geneviève écouta tout sans interrompre, avec cette quiétude qu'ont les personnes habituées à recevoir des informations difficiles, sans laisser le visage trahir l'intérieur. Ce n'est qu'à la fin, quand Claire eut terminé,
et que le silence s'installa entre les deux, que la dame ferma les yeux un bref instant. « Depuis combien de temps portez-vous tout cela » demanda-t-elle. « Depuis le 2e mois, plus ou moins. Et vous n'avez rien dit ?»« Ce n'était pas ma place, madame. » Madame Geneviève ouvrit les yeux, et il y avait en eux quelque chose que Claire mit une seconde à identifier. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la confirmation. Le genre de confirmation qui fait mal précisément parce que cela signifie que le doute existait déjà auparavant et que maintenant il a simplement un témoin. « Merci de me l'avoir dit, » dit Madame Geneviève. « Maintenant j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, ce que vous voudrez. Pour l'instant, ne dites rien à personne, ni à Thérèse, ni à Marc, ni à personne du personnel. Pouvez-vous faire cela ? Oui. Bien. Elle se leva lentement avec sa canne. Et Claire, madame, soyez prudente. Ce que Claire ne sut pas avant plus tard, quand les pièces commencèrent à s'emboîter avec cette brutalité spécifique qu'a la vérité quand elle s'assemble d'un coup, c'est que cette conversation avec madame Geneviève avait eu un témoin. Pas dans la chambre, dans le couloir. Marc était passé devant la porte fermée au mauvais moment ou peut être au moment trop parfait, selon le point de vue. Il n'avait pas entendu le contenu. Les murs de cet hôtel particulier étaient épais et madame Geneviève parlait à voix basse. Mais il avait vu la porte fermée, le temps écoulé, et il avait tiré ses propres conclusions. Et ces conclusions, cette nuit-là, arrivèrent au bureau de Romain. Le vendredi se leva nuageux avec ce ciel couleur ardoise qui à Paris annonce la pluie pour midi et qui tient ses promesses. Claire sortit tôt dans le jardin, comme l'exigeaient ses nouvelles fonctions, et se mit à tailler les rosiers du côté droit avec une concentration qui était à moitié un travail réel et à moitié un bouclier. Tandis que ses mains faisaient quelque chose de concret, son esprit pouvait traiter en paix. Ce fut Bernard qui apparut par le portail latéral à 9 heures du matin, avec son uniforme de gardien légèrement de travers et un thermos de café qui était clairement pour tous les deux. Bernard Dupont, Bernard pour tout le monde à l'hôtel particulier, veillait depuis 11 ans sur l'entrée principale de la propriété de la Croix. Il avait 52 ans, un ventre généreux qu'il décrivait comme une réserve énergétique pour les urgences, la moustache la plus honnête du monde occidental, et une philosophie de vie qui se résumait en 3 principes. Ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas, boire son café suffisamment chaud et être loyal à qui le méritait. Claire le méritait, à son avis. Il l'avait décidé dès la première semaine, quand elle fut la seule du personnel à lui demander son nom complet, au lieu de l'appeler simplement « le gardien ». « J'apporte des renforts », annonça-t-il en levant le thermos. « Vous êtes un ange, Bernard. C'est ce qu'on me dit. » Il s'assit sur le rebord du chemin de pierre avec la désinvolture de quelqu'un qui fait partie du paysage depuis des années. « Comment allez-vous, après tout ce qui s'est passé mercredi ?»« Bien. » Mentir. Claire sourit malgré tout. « Bien, dans la mesure du possible. Ça, c'est plus honnête. Il lui tendit le verre du thermos. »« Écoutez, Claire, je dois vous dire quelque chose et je ne sais pas si ça va vous plaire. » Elle le regarda. « Marc est venu poser des questions sur vous hier, sur ce que vous faisiez l'après-midi, avec qui vous aviez parlé. » Il fit une pause. « Vous savez pour qui Marc travaille quand il ne joue pas au portier ?» Claire hocha lentement la tête. « Je sais. Et rien. Je n'ai rien fait de mal. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de mal, ma petite. Il s'agit qu'il y a des gens dans cette maison qui, si vous les voyez respirer dans la mauvaise direction, ont déjà un problème avec vous. » Bernard enroula ses mains autour du thermos et la regarda avec cette gravité qui apparaissait en lui quand il cessait d'être le personnage comique et devenait simplement un homme qui avait vu beaucoup de choses. « Soyez prudente. Oui. Madame Geneviève m'a dit la même chose hier soir. Eh bien, écoutez Madame Geneviève, dans cette maison, c'est la seule qui ait la tête sur les épaules. La pluie arriva exactement à midi, comme l'avait promis le ciel du matin, et Claire dut se réfugier dans le grand entrepôt sur le côté du jardin, en attendant qu'elle s'arrête. C'était un espace ordonné et sec, avec des étagères métalliques où l'on rangeait les outils de jardinage, les pièces de rechange du système d'irrigation et plusieurs boîtes de matériel que personne n'avait ouvertes depuis des mois. C'est là, assise sur un banc en bois, la pluie tambourinant sur le toit en tôle, que son esprit commença à organiser ce qu'elle savait. C'était une habitude qu'elle avait depuis l'enfance, lorsqu'elle vivait dans le petit appartement de la banlieue parisienne avec sa mère et sa grand-mère, et que les problèmes, nombreux et fréquents, devaient être rangés pour ne pas devenir un chaos qui écraserait tout. Sa grand-mère Denise le lui avait enseigné. « Les problèmes sont comme le linge sale, ma fille. Si tu les laisses traîner, ils forment une montagne, et tu ne peux même plus entrer dans la pièce. Il faut les plier et les empiler, et savoir ce que tu as. » Claire plia et empila ce qu'elle avait. Des soupçons concrets sur des mouvements financiers irréguliers. Une facture vue sans pouvoir la photographier, un appel écouté sans pouvoir l'enregistrer, une enveloppe disparue.
des schémas de comportement cohérents sur 4 mois, et depuis la veille, la confirmation implicite de Madame Geneviève qu'elle aussi avait des doutes. Ce qu'elle n'avait pas, c'était des preuves, rien de tangible, rien de vérifiable, rien qui puisse tenir devant les avocats que Romain avait déjà de son côté. Ce dont elle avait besoin, c'était d'accès et de temps. 2 choses que Romain venait de réduire considérablement en la déplaçant au jardin. Ce qu'elle avait en sa faveur, c'est que Romain la considérait comme un problème résolu. Les hommes qui croient avoir résolu un problème avaient appris Claire, cesse d'y prêter attention. Et quand ils cessent d'y prêter attention, le problème, s'il est patient, peut se déplacer. Cette nuit-là, tandis que la pluie continuait et que le jardin sentait la terre et le pétrichor mêlés au jasmin mouillé, Claire sortit le petit carnet qu'elle gardait dans la poche intérieure de sa veste, un carnet à spirale de ceux qu'on achète dans n'importe quelle papeterie, avec la couverture bleue usée, et elle commença à écrire. Elle n'écrivait pas de journal intime. Il ne lui avait jamais semblé utile d'enregistrer des sentiments. Les sentiments vivaient déjà dans le corps sans besoin d'archivage. Ce qu'elle écrivait était autre chose. Des dates, des noms, des détails. La facture, date approximative, nom de l'entreprise, montant estimé. L'appel, jour, heure. Les mots exacts qu'elle se souvenait, l'enveloppe, description, date à laquelle elle l'avait vu, date à laquelle elle avait disparu. C'était peu, mais c'était quelque chose, et quelque chose de bien gardé et bien utilisé pouvait grandir. Le lundi de la semaine suivante, tout changea de nouveau. Claire était dans le jardin arrière, arrangeant le système d'irrigation le long du mur de rosiers. Quand elle entendit des voix sur la terrasse donnant sur le jardin, Romain et l'un de ses avocats, le plus jeune, celui qui arrivait toujours avec une mallette noire et une cravate bleu marine, il ne criait pas, il parlait du ton de 2 personnes discutant de quelque chose d'urgent qu'elles ne voulaient pas que quiconque d'autre entende, ce qui signifiait qu'ils parlaient à peine plus bas que la normale, juste assez pour croire que personne ne les entendait, mais pas assez pour que ce soit vrai. Claire continua de travailler sur l'irrigation, les mains occupées, les yeux sur les tuyaux, les oreilles sur la terrasse. « Tu ne peux pas continuer à attendre, Romain. Si ta mère ne signe pas avant le 30, la fenêtre se ferme et nous perdons tout ce que nous avons structuré. Je sais. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Une pause. C'est difficile. Difficile ou impossible ? Difficile. Il y a encore du temps. 2 semaines, ce n'est pas du temps, c'est un compte à rebours. » L'avocat baissa encore plus la voix et Claire dut se concentrer. Elle est toujours avec cette idée de consulter Émile. Émile n'est pas là pour l'instant, mais si elle l'appelle, elle ne l'appellera pas. La voix de Romain avait cette certitude spécifique de quelqu'un qui a pris des mesures pour que quelque chose ne se produise pas. « Je m'en occupe. »« Comment ?»« Je m'en suis déjà occupé. » L'avocat ne répondit pas immédiatement. « Alors, Romain, j'ai besoin que tu me dises exactement ce que tu as fait, parce que s'il y a quelque chose qui puisse, j'ai dit que je m'en étais déjà occupé. » Longue pause. « Très bien, mais le 30 est le 30. Je sais. Pas sur la terrasse. » La porte vitrée s'ouvrant et se fermant. Claire continua l'arrosage. Ses mains ne tremblèrent pas, mais dans sa tête, une pièce manquante venait de trouver sa place. Il y avait quelqu'un d'autre, un frère aîné, Émile, qui était à l'étranger et que Romain, d'une manière qui n'était pas encore claire, avait réussi à tenir hors de portée de sa mère. Elle sortit le carnet bleu. Cette nuit-là, elle écrivit le nom Émile Delacroix et en dessous, la question à laquelle elle devrait répondre. Où est-il ? Et pourquoi ne sait-il pas ce qui se passe ici ? Ce fut sa grand-mère Denise qui lui vint à l'esprit cette nuit-là, quand tout était déjà sombre et que la pluie s'était enfin arrêtée, et que le jardin sentait la terre propre. Sa grand-mère était morte quand Claire avait 6 ans, mais sa voix restait l'une des plus présentes en elle, une voix petite et ferme de femme qui avait élevé 3 enfants seule, après être devenue veuve à 34 ans, qui avait lavé le linge des autres pendant 20 ans, sans perdre sa dignité, qui savait exactement ce que pèse le monde, et l'avait dit à sa petite fille sans fioriture ni cruauté, juste avec la clarté spécifique de l'amour. Amour qui ne ment pas. Le monde n'est pas juste, Claire, tu le sais déjà, mais il a des fissures et par les fissures, la lumière entre, même un petit peu. Apprends à voir les fissures. Claire regarda le carnet bleu. Les fissures étaient là. Il fallait juste savoir par où commencer. Madame Geneviève empira le mardi. Ce ne fut pas un effondrement dramatique. Ce n'était pas le genre de femme qui se permettait ce genre de choses, mais quelque chose de plus silencieux et, pour cela même, de plus inquiétant. Claire arriva au jardin arrière à 7 heures du matin et vit que les rideaux de la chambre de la dame, qui normalement étaient déjà ouverts à 7 heures car Madame Geneviève était matinale par conviction, restaient fermés. À 9 heures, Madame Thérèse sortit avertir le personnel que la dame ne descendrait pas prendre son petit déjeuner. À 10h30, le médecin arriva, le docteur Leclerc, un homme mince et sérieux avec des lunettes à monture écaille qui visitait l'hôtel particulier mensuellement pour le contrôle de routine,
Mais cette fois, personne ne l'avait appelé à l'avance. Il arriva sur instruction directe de Romain, ce qui en soi était une donnée que Claire enregistra et garda. Bernard le lui confirma à l'heure du déjeuner, sur son ton habituel, mais avec quelque chose de plus calme en dessous. Le médecin est resté 1h30. Il est ressorti avec un visage impénétrable, le visage que l'on fait quand les choses ne vont pas bien, mais qu'on vous a payé pour ne le dire à personne. Vous savez ce qu'elle a? Rien qu'elle n'ait pas déjà, selon Romain. Bernard prit une gorgée de café. Mais vous savez comment ça se passe. Rien de nouveau, peut-être beaucoup de choses, selon l'âge de ceux qui étaient déjà là. Claire mangea en silence le reste du déjeuner. Cet après-midi-là, tandis qu'elle taillait la haie latérale avec des ciseaux à manche vert qui avaient besoin d'être affûtés, mais qui étaient ceux qu'elle avait, elle prit une décision. C'était une décision qui, elle le savait, pouvait lui coûter cher si elle échouait, mais le coup de ne pas la prendre commençait à peser plus lourd que le coup de la prendre. Elle devait reparler à Madame Geneviève. L'occasion se présenta d'une manière que Claire n'avait pas calculée, mais qui, rétrospectivement, lui parut inévitable. Le même après-midi, à 18h, Madame Thérèse lui demanda d'apporter un plateau de tisane à la camomille et de biscuits au beurre dans la chambre de la dame, car le reste du personnel avait d'autres occupations et elle-même était déjà en route pour le jardin. Claire monta le plateau. Elle frappa 3 fois doucement avec ses phalanges. Entrée. La chambre de Madame Geneviève était dans la pénombre. Les rideaux restaient partiellement fermés, ne laissant entrer qu'une bande de lumière de l'après-midi qui tombait sur le tapis persan couleur lit de vin. La dame était assise sur le lit, appuyée sur plusieurs coussins, avec une robe de chambre couleur ivoire et les cheveux non relevés. C'était la première fois que Claire la voyait ainsi, plus détendue et moins apprêtée. Et bien que sa posture restât droite, il y avait quelque chose de différent en elle, une sorte de poids qui n'était pas là avant. Claire, il n'y avait pas de surprise dans sa voix, seulement de la reconnaissance. « Je vous ai apporté votre tisane, madame. Posez le plateau sur la commode. » Elle le fit. Et puis, parce que Madame Geneviève ne dit rien de plus, et parce que le silence avait une texture d'invitation, elle resta debout près du lit. « Asseyez-vous, » dit finalement la dame en désignant la chaise. Claire s'assit. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Dehors, dans le jardin, on entendait le vent se déplacer parmi les rosiers. Ce son doux et constant qui, pour Claire, avait commencé à apparaître comme la voix propre de l'hôtel particulier. « Romain veut m'interner », dit Madame Geneviève. Les mots tombèrent dans la chambre avec une précision terrible, sans détour, sans préparation, juste le fait, dit sur le même ton que l'on annonce la météo. Claire, elle, ne parla pas. « Il dit que c'est pour mon bien, que j'ai besoin de soins spécialisés qu'on ne peut pas me donner à la maison. » Une pause. « Que je perds la mémoire. »« Et vous perdez la mémoire ?» demanda Claire avec prudence. Madame Geneviève la regarda avec quelque chose qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être de l'humour. « Claire, quand m'avez-vous vu pour la dernière fois oublier le nom de quelqu'un? Perdre le fil d'une conversation? Ou confondre une date? Jamais. Correct? » Le silence revint, mais différent, maintenant avec plus de poids spécifique. « Y a-t-il des papiers? Un diagnostic médical? » demanda Claire. Le docteur Leclerc a signé un rapport. La voix de Madame Geneviève ne changea pas de ton, mais ses mains sur les couvertures se serrèrent légèrement. Un rapport que je n'ai vu que ce matin quand Romain me l'a montré et qui ne correspond en rien à ce que le docteur et moi avons discuté en 2 ans de consultation. Le docteur Leclerc est mon médecin depuis 12 ans. Pause. Mais il est le médecin que Romain m'a recommandé lorsque le précédent a pris sa retraite, depuis 3 ans. Claire traita cela en silence un instant. Que dit le rapport exactement? Détérioration cognitive modérée avec épisode de désorientation temporelle. Elle le dit de mémoire avec la précision de quelqu'un qui a relu quelque chose plusieurs fois cherchant l'erreur, ce qui est suffisant, selon les avocats de Romain, pour initier une procédure de tutelle légale. Tutelle. Si l'on me déclare légalement incapable de gérer mes propres biens. Madame Geneviève ne termina pas la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Claire comprit parfaitement. Il ne s'agissait pas seulement d'interner Madame Geneviève. Il s'agissait de lui retirer la capacité légale de prendre des décisions concernant son argent, son héritage, les documents qui nécessitaient encore sa signature et qui, selon la conversation que Claire avait entendue depuis le jardin, devaient être signés avant le 30. « Combien de temps avez-vous » demanda-t-elle. « Pour le processus légal formel. Des mois. Mais Romain n'a pas besoin du processus formel s'il parvient à me faire signer volontairement le transfert de pouvoir. » Madame Geneviève prit sa tasse de tisane lentement, « Et si vous ne signez pas volontairement, il aura besoin du processus. Et pour le processus, il aura besoin de plus d'évaluations médicales. Et ces évaluations, il a déjà le médecin de son côté. Le jardin dehors continua de bouger dans le vent. Claire pensa au nom qu'elle avait écrit dans son carnet bleu 3 jours plus tôt. « Madame, dit-elle, quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Émile »
Madame Geneviève posa la tasse sur la commode avec une quiétude qui était en soi une réponse. « Il y a 2 mois, dit-elle, il m'a appelé d'Oslo. Il m'a dit qu'il avait des problèmes de connexion Internet et qu'il lui serait difficile de communiquer pendant un certain temps. Une pause. Depuis, ses appels vont directement sur la messagerie. Ses courriels restent sans réponse. Et quand j'ai demandé à Romain de me trouver un numéro alternatif pour le contacter, il m'a dit qu'Émile était sur un projet très exigeant et qu'il réapparaîtrait quand il le pourrait. Et vous le croyez ? La réponse tarda. Je l'ai cru pendant 6 semaines, dit Madame Geneviève. Après, j'ai cessé de le croire. Pourquoi 6 semaines ? Parce qu'en 6 semaines, Émile n'a jamais cessé de m'appeler plus de 10 jours d'affilée durant toutes ces années où il était absent. Depuis l'âge de 22 ans, quand il est parti étudier à Madrid, il a toujours appelé. Toujours. Sa voix ne se brisa pas, mais quelque chose en elle se tendit, comme une corde proche de sa limite. Émile ne m'a pas oublié. Émile ne sait pas ce qui se passe ici. Et cela ne peut signifier qu'une chose. Quelqu'un l'a empêché de le savoir. Oui, Claire passa cette nuit dans l'entrepôt, non pas parce qu'on l'y avait envoyé. Sa chambre restait la sienne, comme Madame Geneviève l'avait décrété, mais parce qu'elle avait besoin de réfléchir dans un espace où personne ne la chercherait. L'entrepôt avait une vieille chaise en bois près de la petite fenêtre, et de là, elle pouvait voir le jardin illuminé par les lumières de sécurité, un rectangle vert et silencieux qui la nuit semblait tirer d'une autre dimension. Elle ouvrit le carnet bleu, écrivit tout ce que Madame Geneviève lui avait raconté avec la même précision qu'elle avait enregistré tout ce qui précédait. Le rapport médical, le nom du docteur Leclerc, la tutelle, la date du 30, le blocage de communication avec Émile. Puis elle traça une ligne horizontale au centre de la page et écrivit d'un côté ce que Romain avait, de l'autre côté ce qu'elles avaient. Du côté de Romain, un médecin signataire, des avocats, un contrôle administratif de la maison, le temps qui jouait en sa faveur et la conviction que Madame Geneviève était seule. De leur côté, la mémoire de Claire, le carnet, la lucidité intacte de Madame Geneviève et la possibilité, encore seulement une possibilité, de trouver Émile. Ce n'était pas une balance équilibrée, mais ce n'était pas non plus une défaite. Les fissures, lui dit la voix de sa grand-mère Denise depuis un endroit en elle. Apprends à voir les fissures. Le mercredi, Claire commit ce qui, de l'extérieur, pouvait ressembler à une erreur, et qui, de l'intérieur, fut une décision calculée. Elle entra dans le bureau de Romain, pas la nuit, pas furtivement. Elle y entra à 11h du matin avec un seau et une serpillière, comme si cela faisait partie de sa routine de nettoyage. Elle savait que Romain avait une réunion externe jusqu'à 14h. Bernard l'avait mentionné sans savoir que c'était important et que Marc serait au garage pour vérifier l'entretien de la voiture. La fenêtre de temps était petite, suffisante. Le bureau sentait le vieux bois et le papier. Cette odeur spécifique des lieux où l'on prend des décisions et où l'on garde des registres. Claire nettoya les surfaces avec des mouvements lents et des yeux rapides. Le bureau était ordonné. Romain était méticuleux, une autre information utile, mais sur le tiroir latéral, il y avait un dossier couleur marron avec l'entête d'un cabinet d'avocats que Claire reconnut, Barreau et Associés. Le même nom que celui de l'appel qu'elle avait entendu des semaines auparavant. Elle n'ouvrit pas le dossier, mais lut ce qu'elle pouvait voir sur la feuille supérieure qui dépassait légèrement du bord. C'étaient des colonnes de chiffres et dans l'entête, en petits caractères mais lisibles, le nom d'une société immobilière de l'Île-de-France, S.A.R.E. et en dessous, entre parenthèses, constitué au nom de G.D., en attente de ratification notariale. G.D. Geneviève Delacroix, veuve de quelque chose, les initiales de Madame Geneviève. Une société immobilière constituée au nom de Madame Geneviève, sans que Madame Geneviève ne le sache. Claire sortit du bureau avec le seau, la serpillière et cette information gardée sous double clé quelque part, dans son esprit où les choses importantes ne bougent pas. Elle le dit à Madame Geneviève cet après-midi-là. La dame reçut l'information sur le même ton que tout le reste, sans s'effondrer, sans élever la voix, avec ce calme que Claire reconnaissait déjà comme la manière spécifique dont Madame Geneviève traitait les choses qui la blessaient profondément. « Immobilière de l'Île-de-France », répéta-t-elle. « C'est ce que j'ai lu. Étienne avait des terrains en Île-de-France. » Elle fit une pause. Une partie de l'héritage qui n'a pas encore été formellement distribuée, les terrains les plus précieux. Et si Romain a constitué une entreprise à votre nom pour les transférer sans que vous le remarquiez, il aurait besoin de votre signature ou d'une signature qui y ressemble. Le silence qui suivit fut le plus lourd de tous ceux qu'elles avaient partagés. Madame Geneviève se leva lentement de sa chaise, alla jusqu'à la coiffeuse et ouvrit le tiroir inférieur. Elle en sortit une enveloppe de papier épais couleur crème avec son nom écrit au recto à l'encre noire. Elle la tint un instant avant de la donner à Claire. « Ouvrez. » À l'intérieur, il y avait 3 feuilles. Claire les lut attentivement.
C'étaient des documents de transfert de propriété, spécifiquement des terrains d'Île-de-France, au nom de l'entreprise qu'elle venait de lire dans le bureau. Et au bas de la dernière feuille, à l'emplacement de la signature de Geneviève Delacroix, il y avait une signature qui n'était pas celle de Madame Geneviève. Elle y ressemblait beaucoup, mais ce n'était pas la même. « Quand est-ce que ceci est arrivé ?» demanda Claire. « Hier, parmi mon courrier normal, comme si c'était une lettre ordinaire. » Madame Geneviève reprit l'enveloppe avec une fermeté qui était à la fois vieillesse et force. « Je crois que c'était pour que je la signe sans poser de questions, croyant que c'était quelque chose déjà réglé, ou pour que vous voyiez qu'ils avaient déjà une signature prête et que le processus ne dépendait pas de votre volonté. » Madame Geneviève la regarda. « Quel âge avez-vous, Claire ?»« 26 ans. » Elle le répéta doucement, comme si le nombre lui disait quelque chose. « Vous paraissez plus âgée. C'est que j'ai eu une bonne maîtresse. » La dame soutint son regard une seconde, puis quelque chose dans son expression changea. Non pas qu'elle s'adoucit exactement, mais elle s'ouvrit un peu, comme une porte qui s'entr'ouvre pour laisser voir que de l'autre côté, il y a quelque chose qui en vaut la peine. « J'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver Émile, » dit-elle. « J'y pensais déjà. »« Vous avez un moyen ?» Claire pensa à Bernard, à ses 11 ans au portail, au nombre de personnes qui passaient par ce portail et qui laissaient parfois des cartes, des numéros, des informations. Elle pensa au carnet bleu, elle pensa aux fissures. « Je vais en trouver un, » dit-elle, et Madame Geneviève, pour la première fois de cette semaine difficile et grise, laissa échapper quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Elle ne sourit pas exactement, mais presque. Retrouver Émile Delacroix s'avéra plus facile que Claire ne l'espérait et en même temps plus compliqué qu'elle n'aurait voulu. Le facile, c'était Bernard. 11 ans au portail d'un hôtel particulier de haut rang produisent une quantité surprenante de contacts. Pas des contacts élégants, pas des avocats, ni des hommes d'affaires, ni des gens de l'agenda social des Delacroix, mais des contacts réels, chauffeurs, coursiers, techniciens de maintenance, assistants personnels des familles voisines, personnel des agences de voyage qui venaient déposer des confirmations dans des enveloppes scellées, des gens invisibles comme Claire qui voyaient et se souvenaient de choses que les maîtres ne sauraient jamais avoir été observés. C'est précisément l'un de ces contacts, Georges, le chauffeur de la famille Arriaga, qui vivait 3 propriétés plus loin dans la même rue, qui donna à Bernard l'information dont ils avaient besoin. Émile Delacroix était revenu en France, pas cette semaine, pas le mois précédent, mais il y avait exactement 12 jours. 12 jours, répéta Claire quand Bernard le lui dit le jeudi matin, le thermos de café à la main, et l'expression de quelqu'un qui vient de résoudre une énigme sans avoir entièrement compris la question. 12 jours. Georges le sait parce qu'il l'a vu à l'aéroport de Roissy, par pur hasard, quand il est allé chercher les Arriaga de retour d'un voyage. Il dit qu'Émile est arrivé seul avec une valise moyenne et qu'il avait l'air fatigué, mais en forme. Il sait où il est? Non, mais il dit que quelqu'un à l'aéroport l'a entendu parler au téléphone, un Français sans accent européen, donc il est de retour depuis un moment où il est déjà venu avant, et il a mentionné le nom d'un hôtel, le Bristol, à Paris. Claire enregistra l'information. « Et le compliqué ?» demanda Bernard en la lisant avec la facilité de quelqu'un qui la connaissait déjà suffisamment. « Le compliqué, » dit Claire, « c'est que si Émile est en France depuis 12 jours et n'est pas venu voir sa mère, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché ou qu'il a ses propres raisons que nous ne connaissons pas. Et n'importe laquelle de ces 2 options change la manière dont il faut lui parler. » Bernard hocha lentement la tête. « Et vous allez être celle qui parle ?» Claire y réfléchit pendant exactement 3 secondes. « Oui. » Le compliqué s'avéra être aussi ce que Claire n'avait pas calculé. Retrouver Émile Delacroix en personne exigeait de sortir de l'hôtel particulier à une heure qui ne correspondait à aucune de ses fonctions actuelles, sans que Romain ou Marc ne le remarquent, et d'arriver à un hôtel du 8 arrondissement qui se trouvait à 40 minutes de métro et 10 autres à pied. Le samedi était le jour avec le moins de surveillance. Romain avait des engagements sociaux les après-midi. C'était une habitude constante comme une horloge. Marc l'accompagnait toujours, et le reste du personnel avait l'après-midi libre entre Trizet et Dixept. Claire demanda la permission à Madame Thérèse de sortir pour des démarches personnelles. Des démarches à la banque et j'ai besoin de quelques articles de pharmacie. Madame Thérèse la regarda avec cette expression de quelqu'un qui sait parfaitement qu'il y a plus derrière ce qui est dit, mais qui a appris, après des décennies de service, qu'il vaut parfois mieux ne pas poser de questions. À Dixept, vous êtes de retour. À Dixept. Le Bristol était exactement le genre d'endroit que Claire avait vu de l'extérieur pendant des années et jamais de l'intérieur. Une façade sobre, en pierre de taille, des portiers en uniforme, des jardinières avec des arbres parfaitement taillés flanquant l'entrée. Le genre d'hôtel qui n'a pas besoin de faire de publicité parce que sa clientèle sait déjà qu'il existe. Claire entra d'un pas ferme, celui de quelqu'un qui a le droit d'être là, ce qui est la moitié de la bataille dans tout espace que l'argent réserve aux siens. À la réception,
Elle dit à la jeune femme derrière le comptoir qu'elle venait laisser un message pour monsieur Émile Delacroix, qu'elle était de la famille de son employeur et que madame Geneviève Delacroix lui envoyait un message urgent. Utiliser le nom de madame Geneviève fut une décision qu'elle prit dans le métro en analysant les options. C'était un risque. Si Émile avait coupé la communication volontairement, s'il y avait des raisons que Claire ignorait, ce nom pourrait tout bloquer. Mais si le problème était externe, si quelqu'un lui avait bloqué le contact avec sa mère, alors ce nom, c'était exactement la bonne clé. La jeune femme de la réception lui demanda d'attendre. Claire attendit debout, sans s'asseoir, regardant le hall avec ses hauts plafonds et son éclairage chaleureux, et ses fauteuils en cuir couleur lit de vin qui devaient coûter plus que 3 mois de son salaire. Elle ne se sentait pas déplacée. Elle avait appris à ne pas se sentir déplacée nulle part, car ce sentiment ne servait qu'à celui qui voulait la garder à l'extérieur, mais elle était consciente de chaque détail. 8 minutes passèrent, puis elle entendit des pas, et quand elle leva les yeux, Émile Delacroix traversait le hall vers elle. La première fois que Claire le vit en personne, au lieu de l'imaginer à partir des informations éparses qu'elle avait collectées, ce qui la surprit le plus, ce ne fut pas sa taille, qui était considérable, ni sa ressemblance avec madame Geneviève dans les yeux et dans la façon de marcher, mais l'expression avec laquelle il arriva. Ce n'était pas l'expression circonspecte de quelqu'un qui attend une ruse, ni l'expression distante de quelqu'un qui arrive par obligation. C'était l'expression de quelqu'un qui est vraiment alerte, qui a attendu quelque chose sans savoir exactement quelle forme cela allait prendre. Il avait 35 ans, il portait des vêtements simples, un jean foncé, une chemise bleu marine sans cravate, des chaussures en cuir sans brillance excessive, avec cette négligence spécifique des gens qui pourraient s'habiller mieux, mais préfèrent ne pas le faire. Les cheveux châtain foncés, légèrement trop longs, une tension dans la mâchoire que Claire reconnut. C'était la même tension qu'elle avait vue chez madame Geneviève toute cette semaine. Les enfants ressemblent à leur mère par des aspects qu'ils ignorent eux-mêmes. « Vous venez de la part de ma mère », dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, je m'appelle Claire Martin. Je travaille à l'hôtel particulier. » Quelque chose traversa son expression. « Depuis quand ? 4 mois. Et ma mère vous a envoyé ? Votre mère ne sait pas que je suis ici. » Brève pause. « Mais elle sait tout ce que je vais vous dire. » Émile l'étudia un instant. Non pas avec une méfiance hostile, mais avec la méfiance raisonnable de quelqu'un qui a appris à vérifier avant de faire confiance. Ce qui, de l'avis de Claire, était exactement la bonne attitude. « Vous voulez prendre quelque chose ?» dit-il finalement. « Il y a un salon au fond qui offre plus d'intimité. »« Merci. » Ils parlèrent pendant 1h15. Claire lui raconta tout dans l'ordre. La nuit de la réception. La main de Romain arrêtée en l'air. L'ordre de licenciement et l'intervention de madame Geneviève. Le transfert au jardin. La conversation avec la dame. Les documents. Le rapport médical du docteur Leclerc. L'immobilière de l'Île-de-France. La signature qui n'était pas la signature de madame Geneviève. Émile écouta sans interrompre. Claire s'était attendue à des questions constantes. C'était ce que faisaient les gens quand ils entendaient quelque chose de difficile, interrompre pour confirmer qu'ils comprenaient bien. Mais Émile ne posa pas de questions avant qu'elle n'ait terminé. Puis il prit le verre d'eau qu'il avait devant lui, but lentement, et, pendant un moment, fixa un point sur le mur avec cette expression de quelqu'un qui est en train d'ordonner en interne une grande quantité d'informations. « L'hôtel, dit-il finalement. Pardon, comment m'avez-vous trouvé ? Comment saviez-vous que j'étais ici ? Un contact du portier de l'hôtel particulier vous a vu arriver à l'aéroport il y a 12 jours. Quelque chose dans son expression changea. 12 jours. Oui. Savez-vous depuis combien de temps j'essaie de communiquer avec ma mère ? Sa voix ne monta pas de ton, mais le contenu de la question avait une densité spécifique. 3 semaines depuis mon arrivée en France. Appels qui vont à la messagerie, messages sans réponse. J'ai essayé d'aller à la maison 2 fois. La première fois, Marc m'a dit que ma mère se reposait et ne pouvait pas recevoir de visite sur indication médicale. La seconde, le portail était fermé avec des instructions de ne laisser entrer personne qui ne soit sur la liste autorisée. Claire pensa à Bernard. « Vous avez parlé au gardien du portail ?» Avec un autre, pas l'habituel. Pause. « Bernard est toujours là ?» Oui, Bernard est toujours là. Une fraction de quelque chose qui aurait pu être du soulagement traversa son expression. « Ma mère ne sait pas que je suis en France, » dit-il. Non pas comme une question, mais comme une confirmation de quelque chose qu'il savait déjà, mais que d'entendre dans la voix de quelqu'un d'autre rendait plus réel. Elle ne le sait pas. Romain s'en est assuré. Oui. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le silence de 2 personnes qui viennent de confirmer qu'elles regardent le même problème sous le même angle, ce qui est le début de presque tout ce qui en vaut la peine. « Pourquoi me racontez-vous cela, à moi ?» demanda Émile. Non pas avec suspicion, mais avec une curiosité sincère. « Vous travaillez dans cette maison.
Vous avez un contrat. Si Romain découvre que vous êtes venu ici, il a déjà essayé de me licencier une fois, dit Claire. Ça n'a pas fonctionné. Émile la regarda. Pourquoi risquez-vous cela pour ma mère? C'était une question honnête qui méritait une réponse honnête. Parce que la nuit où votre frère a levé la main sur elle, j'étais à proximité et il m'a semblé que je devais faire quelque chose. Elle fit une brève pause et, depuis cette nuit, chaque chose que j'ai découverte m'a convaincu davantage que quelqu'un doit faire quelque chose. Votre mère est une femme lucide, juste et complètement seule dans cette maison. Et ce qu'on lui fait est un vol. Et les vols me semblent mal, monsieur Delacroix, indépendamment de qui vole qui. Émile la regarda un moment de plus, puis il hocha la tête avec la lenteur de quelqu'un qui hoche vraiment la tête, pas par politesse. « Qu'avez-vous besoin de moi? J'ai besoin que vous entriez dans cette maison, » dit Claire. « Et j'ai besoin que vous le fassiez avant le 30. » Pourquoi le 30? Parce que Romain a une date limite pour compléter le transfert des terrains. Et s'il ne le complète pas avant, quelque chose dans la structure légale qu'il a montée s'effondre. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'il est pressé, et les gens pressés commettent des erreurs. Émile traita cela. Et si Romain me bloque à nouveau l'accès, Bernard sera au portail dimanche matin. Claire sortit de la poche de sa veste un papier plié en 4. C'est son numéro personnel. Appelez-le avant 8 heures. Il vous laissera entrer. Émile prit le papier, le regarda. Et vous? Je serai dans le jardin comme toujours. Une très brève pause. Mais si quelque chose tourne mal, monsieur Delacroix, gardez le papier et ne dites pas d'où vous l'avez sorti. Émile plia le papier et le rangea dans la poche de sa chemise. « Pourquoi me faites-vous confiance ?» demanda-t-il. « Vous ne me connaissez pas. »« Je connais votre mère, » dit Claire, « et les enfants ressemblent à leur mère par des aspects qu'ils ignorent eux-mêmes. » Le retour en métro fut long et silencieux, avec le bruit du train en fond et la ville entière se mouvant autour de Claire de cette manière simultanée et indifférente que Paris a toujours. Des millions de personnes vivant leurs propres histoires dans le même espace, sans rien savoir les unes des autres. Claire arriva à l'hôtel particulier à 16h45, 15 minutes avant son heure limite. Madame Thérèse la regarda depuis la cuisine sans rien dire. Claire accrocha sa veste au cintre de l'entrepôt, sortit le carnet bleu et écrivit une seule ligne. « Dimanche, Émile entre ». Puis elle referma le carnet et attendit. Le dimanche se leva avec ce soleil d'octobre qui à Paris ne réchauffe pas entièrement, mais convainc que oui. Un soleil poli et légèrement menteur qui faisait que le jardin de l'hôtel particulier Delacroix ressemblait à une carte postale. Claire était dans le jardin depuis 6h30. Tailler les rosiers du côté nord n'était pas une tâche urgente. Elle les avait taillés à peine 4 jours auparavant, mais c'était l'excuse parfaite pour être exactement où elle devait être, avec vue directe sur le portail principal, à une distance raisonnable de l'entrepôt où elle pouvait disparaître si nécessaire et suffisamment occupée pour que personne ne la questionne. Bernard arriva à 7h pile. Comme tous les dimanches, il salua Claire d'un mouvement de menton qui valait toute une conversation et prit sa place dans le poste de garde du portail avec le thermos de café, et cette attitude d'homme qui est depuis si longtemps dans un endroit qu'il fait partie de l'architecture. À 8h15, le portail s'ouvrit. Émile Delacroix entra à pied, sans voiture, avec le même pantalon sombre d'il y a 2 jours et une veste grise. Bernard le salua avec la chaleur spécifique de quelqu'un qui n'a pas vu la personne qu'il aime depuis trop longtemps, et pendant un instant, les 2 hommes se serrèrent la main avec cette poignée qui, entre certains hommes, équivaut à une étreinte. Claire continua de tailler. Émile traversa le jardin en direction de l'entrée principale, sans s'arrêter, sans regarder sur les côtés, d'un pas décidé de quelqu'un qui connaît le chemin par cœur. En passant près des rosiers du Nord, à pas plus de 3 mètres de Claire, il s'arrêta à peine une fraction de seconde. Il ne dit rien, elle non plus, mais dans ce silence de 3 secondes, un accord complet fut scellé. Ce qui se produisit à l'intérieur de l'hôtel particulier pendant les 2 heures suivantes, Claire le reconstitua ensuite, par bribes, à partir de ce que Bernard avait vu depuis le portail, ce que Madame Thérèse lui raconta involontairement cet après-midi-là en se défoulant dans la cuisine, et ce que Madame Geneviève elle-même lui décrivit cette nuit-là à voix basse, depuis son fauteuil près de la fenêtre. Émile arriva directement dans la chambre de sa mère. Madame Geneviève, quand elle ouvrit la porte et le vit, ne dit rien pendant près de 10 secondes. Puis elle l'étreignit avec cette force silencieuse des mères qui ont trop attendu et qui, quand elles ont enfin leur fils près d'elles, ne savent pas si elles doivent pleurer ou se plaindre ou simplement ne pas le lâcher. Émile la serra en retour et, selon Madame Thérèse, qui passa par le couloir à ce moment-là et eut la discrétion de ne pas s'arrêter, mais pas celle de fermer complètement ses oreilles, aucun des deux ne parla pendant un long moment. Romain fut informé de la présence de son frère environ 40 minutes plus tard, quand il descendit pour le petit déjeuner et trouva Marc l'attendant avec cette expression de quelqu'un qui a des nouvelles qu'il ne voulait pas donner. Ce qui suivit,
Claire ne l'entendit pas directement. Mais l'énergie de la maison changea d'une manière perceptible, même depuis le jardin. Ce genre de tension qui filtre à travers les murs et change la température de l'air, qui fait que le personnel marche plus vite et en silence et évite les couloirs principaux, sans que personne ne le lui ait explicitement demandé. Romain monta dans la chambre de sa mère. La conversation dura 20 minutes. Quand elle se termina, Romain descendit seul. Claire sut que quelque chose avait mal tourné quand elle vit Marc sortir par la porte latérale du jardin à 11h du matin, le téléphone à l'oreille, et cette démarche de quelqu'un qui reçoit des instructions urgentes en se déplaçant. Elle le suivit du regard sans bouger la tête. Un autre art appris après des années à faire partie du paysage, et le vit contourner le garage et disparaître par le couloir latéral qui menait à la sortie de service. 1 heure plus tard, tout s'effondra. Claire rangeait les outils dans l'entrepôt quand Madame Thérèse ouvrit la porte avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Ce n'était pas l'inconfort habituel de la messagère de mauvaises nouvelles. C'était quelque chose de plus proche de la honte de quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. « Claire, que s'est-il passé? J'ai besoin que vous veniez avec moi. »« Où ?» Madame Thérèse ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le sol un instant. « Monsieur Romain veut vous voir dans le salon principal. Il y a des gens qui veulent vous parler. » Claire laissa les ciseaux de jardinage sur l'étagère d'un mouvement parfaitement contrôlé. « Quel genre de personnes ?»« Des policiers. Il y en avait 2, un en uniforme, l'autre en civil avec une carte de la préfecture de police. Ils se tenaient dans le salon principal près de la cheminée que Claire avait nettoyé exactement 18 fois en 4 mois. Et Romain était assis dans le fauteuil principal avec une expression de préoccupation si parfaitement construite qu'elle était presque une œuvre d'art. « Claire Martin ?» dit l'officier en civil, non pas comme une question. « Oui, nous vous accompagnons au commissariat. Il y a une plainte. » Claire ne demanda pas quel genre de plainte. Elle le savait déjà ou le savait dans ses grandes lignes, ce qui était suffisant pour garder la voix stable et le corps immobile. « Puis-je demander de quoi je suis accusé ? Vol domestique. » Romain ne la regarda pas directement. Il avait les yeux fixés sur un point neutre de la pièce, avec cette expression d'homme profondément affligé par ce qui se passe, mais qui n'a pas d'autre choix, ce qui est exactement l'expression qu'utilise quelqu'un qui a soigneusement planifié ce qui se passe et qui sait parfaitement qu'il a toutes les options du monde. « Qu'est-ce qu'on dit que j'ai volé ? » « Une somme d'argent du bureau de Monsieur Delacroix, » dit l'officier en civil. « Et des documents confidentiels. Voilà, les documents. » Romain avait trouvé le moyen de lier son entrée au bureau à quelque chose de concret, à quelque chose qui pouvait tenir devant une plainte formelle. Peu importait si c'était vrai. La plainte existait, et c'était suffisant pour la retirer de la maison et l'éloigner de Madame Geneviève au moment le plus critique. Le moment où Émile venait d'arriver, le moment où il restait encore des jours avant le 30. « Je comprends », dit Claire et elle partit avec les policiers, sans opposer de résistance, sans élever la voix, sans regarder Romain, car elle avait déjà appris que la rage visible ne servait qu'à celui qui avait le pouvoir de l'ignorer. Le commissariat sentait le mauvais café et le papier humide, et la salle d'attente avait des chaises en plastique orange qui avaient clairement été achetées dans un autre siècle. Claire s'assit sur l'une d'elles, les mains sur les genoux, et attendit avec ce calme extérieur qui n'était pas l'absence de peur, mais autre chose. La certitude, construite au cours d'une vie entière à résoudre des problèmes sans ressources, que la panique n'avait jamais rien résolu que la patience ne put mieux résoudre. Elle n'avait pas d'avocat, elle n'avait personne à appeler au sens formel du terme. Sa mère vivait en province et ne pourrait pas arriver avant 8 heures. Ses amis en ville étaient des collègues d'anciens emplois, de bonnes personnes, mais sans ressources pour ce genre de situation. Elle avait le carnet bleu qu'elle portait dans la poche intérieure de sa veste. C'était tout. Et elle avait quelque chose de plus, ce qui lui traversa l'esprit, tandis que le bruit gris du commissariat s'installait autour d'elle. Émile Delacroix était dans cet hôtel particulier. Émile savait qu'elle était venue le chercher. Et si Émile était l'homme que sa mère lui avait suggéré qu'il était, et que Claire, en 1h15 de conversation le samedi, avait commencé à croire qu'il était, il n'allait pas laisser cela se terminer là. 1 heure passa, puis une autre. La bureaucratie d'une plainte pour vol domestique dans un commissariat de la ville a ses propres rythmes. Aucun d'eux n'est urgent. Claire affirma des choses qu'on lui mit sous le nez. Elle répondit aux questions avec la juste précision de quelqu'un qui ne ment pas, mais n'offre pas non plus que ce qu'on lui demande. Elle écouta attentivement les charges formelles. Elle demanda quand elle pourrait parler à un avocat commis d'office et reçut la réponse habituelle. Quand il y en aura un de disponible. C'est à 16 heures que les choses changèrent. L'officier en civil sortit de son box avec une expression que Claire savait déjà lire, l'expression de quelqu'un à qui on vient de dire quelque chose qu'il n'attendait pas et qui est en train de traiter comment ajuster le comportement qu'il avait préparé. « Martin. Oui, vous avez de la visite. » Émile entra dans la salle d'attente avec un homme que Claire ne connaissait pas, plus âgé
une soixantaine d'années, costume sombre, mallette en cuir véritable. Le genre d'avocat qui n'a pas besoin de se présenter parce que sa présence le fait déjà. Émile la regarda un instant. Dans son expression, il y avait quelque chose que Claire mit un moment à identifier. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la culpabilité. Exactement. C'était quelque chose de plus proche de la détermination de quelqu'un qui vient de comprendre que la situation est plus grave qu'il ne l'avait calculé et que cela signifie qu'il doit agir plus vite. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Je vais bien. Maître Rousseau est l'avocat de la famille. » Une pause très brève. L'avocat de ma mère est le mien. Maître Rousseau parlait déjà avec l'officier en civil avec ce ton de quelqu'un qui connaît le langage exact de chaque situation et l'utilise avec une efficacité chirurgicale. Claire regarda Émile. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» Bernard. Un seul mot. Bernard vous a vu quand ils vous ont emmené et m'a averti immédiatement. Claire pensa à la moustache honnête de Bernard, au thermos de café, aux 11 ans devant le portail. « Et votre mère va bien ?» « Il est avec elle. » Madame Thérèse fit une pause. « Claire ? Oui, quand vous sortirez d'ici, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous savez, avec des dates, des noms, des détails. » Sa voix était basse, mais parfaitement ferme, parce que ce que j'ai trouvé dans la chambre de ma mère ce matin, les documents, l'enveloppe, le rapport du médecin, c'est suffisant pour commencer, mais pas suffisant pour finir. « J'ai un carnet, » dit Claire. Émile cligna des yeux. « Quel genre de carnet ?»« Le genre qui contient des dates, des noms, et des détails. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, quelque chose dans l'expression d'Émile Delacroix se détendit d'un millimètre. Ce n'était pas un sourire exactement, mais cela y ressemblait. « Depuis combien de temps faites-vous cela ?»« Depuis le 2e mois. » Émile hocha la tête très lentement avec le même geste que le samedi, ce hochement qui n'était pas un protocole, mais une conviction. « Romain a commis une très grosse erreur, » dit-il. « Laquelle ? Croire que la seule menace qu'il avait à neutraliser, c'était moi. » Maître Rousseau revint du bureau de l'officier avec une expression qui était la réponse avant même qu'il ne prononce les mots. « Nous partons. Les charges sont suspendues le temps d'enquêter sur la légitimité de la plainte. » Il regarda Claire avec l'évaluation rapide de celui qui a l'habitude d'évaluer les témoins. « Avez-vous quelque chose qui puisse compromettre le plaignant ?» Claire sortit le carnet bleu de la poche intérieure de sa veste et le posa sur la table en plastique orange du commissariat, avec un petit bruit sec qui, dans le silence de ce moment, résonna comme quelque chose de bien plus grand. « Tout est là dedans, » dit-elle. Maître Rousseau l'ouvrit, lut la première page, puis la seconde, puis leva les yeux vers Claire avec une expression qui était moitié surprise professionnelle et moitié quelque chose qui, chez un autre homme, aurait pu être de l'admiration. « Avez-vous une formation juridique ? Non ? Journalistique non plus ? Comment avez-vous appris à documenter ainsi ?» Claire pensa au petit appartement de la banlieue, à sa grand-mère Denise pliant du linge étranger et rangeant de gros problèmes en portions gérables. Aux 14 ans de travail dans les maisons des autres, apprenant à lire le monde sans que le monde sache qu'il était lu. « J'ai appris à survivre, » dit-elle. « Et il s'avère que pour cela, il faut savoir voir. » Maître Rousseau referma le carnet avec précaution, comme s'il comprenait déjà que ce qu'il tenait dans les mains valait plus que son poids. « Allons-y, » dit-il. Ils sortirent du commissariat à 17h15. Le soleil d'octobre déjà descendant sur les immeubles et le bruit de la ville enveloppant tout de cette forme familière et indistincte qu'elle a toujours. Claire respira l'air extérieur, qui sentait l'échappement de voitures et les frites d'une friterie voisine, et ce mélange spécifique de poussière et d'urgence qui est l'odeur propre de Paris. Et pendant un instant, elle resta immobile sur le trottoir, laissant ses poumons comprendre qu'elle était de l'autre côté. Émile était à ses côtés. « Où allons-nous » demanda-t-il. Claire réfléchit. « À l'hôtel particulier » dit-elle. « Nous avons du travail à faire. » Émile hocha la tête, et les deux marchèrent vers la voiture de Maître Rousseau, qui les attendait en double file, feu de détresse allumé, tandis que la ville continuait de se mouvoir autour d'eux, ignorant tout de ce qui était sur le point de se produire. Mais Romain Delacroix, cette nuit-là dans son bureau au mur de bois sombre, ne sachant pas encore que le carnet bleu existait et qu'il était déjà entre les mains de Maître Rousseau, allait commencer à le savoir très bientôt, et quand il le saurait, il serait déjà trop tard. Maître Rousseau avait un cabinet dans le 8 arrondissement qui sentait le vieux livre et le café chaud et qui contrastait étrangement avec la précision millimétrique avec laquelle l'homme ordonnait le monde en son sein. Chaque dossier à sa place, chaque document avec sa date, chaque affaire avec son histoire gardée entre deux couvertures en carton marron, comme si le temps pouvait être dompté par une organisation suffisante. C'était exactement le genre d'espace où Claire se sentait à l'aise, sans avoir pu expliquer pourquoi, jusqu'à ce qu'elle y pense dans la voiture en revenant du commissariat et qu'elle comprenne. Cela ressemblait à son carnet bleu, un lieu où le chaos devenait lisible. Ils arrivèrent tous les trois à 18h,
Maître Rousseau alluma la lampe de bureau, posa le carnet de Claire ouvert sur le tapis vert en cuir et sortit son propre bloc-notes jaune aux feuilles lignées avec un stylo noir à pointe fine qu'il utilisait avec l'économie de quelqu'un qui sait que les mots écrits coûtent cher. Et il dit, sans préambule, commençons par le début. Claire parla pendant 2 heures. Ce ne fut pas difficile dans le sens de trouver les mots. Les mots, elle les avait, ordonnés avec cette précision de 4 mois d'observation systématique. La difficulté fut d'un autre ordre, celle de dire à voix haute, dans un bureau d'avocat, devant 2 hommes qui prenaient des notes, des choses qu'elle avait gardées pendant des mois comme un fardeau personnel, sans savoir si cela servirait un jour à autre chose qu'à l'enregistrement privé d'une injustice que personne d'autre ne verrait. Chaque information qui sortait du carnet et passait sur les feuilles jaunes de Maître Rousseau devenait plus réelle, plus lourde, plus irrévocable. L'immobilière de l'Île-de-France, le docteur Leclerc et le rapport médical altéré, la signature falsifiée sur les documents de transfert, le blocage de communication avec Émile, la date du 30 et l'urgence qui l'entourait, les avocats de barreau et associés, le nom entendu sur la terrasse, les mouvements financiers irréguliers, l'enveloppe de papier Kraft, avec la signature qui n'était pas la signature de Madame Geneviève. Maître Rousseau écrivait sans interrompre. Il ne levait les yeux que de temps en temps et posait une question brève et précise. Vous souvenez-vous du nom exact de l'entreprise? C'était avant ou après le mardi? Avez-vous vu la signature directement ou à travers le papier? Et il continuait d'écrire. Émile écoutait, ne prenait pas de notes, ne posait pas de questions. Il était assis dans le fauteuil latéral, les coudes sur les genoux et les yeux fixés sur Claire, avec une expression qui changea tout au long de ces 2 heures, d'une manière qu'elle enregistra sans commenter. Au début, c'était la tension contenue de quelqu'un qui confirme ce qu'il soupçonnait déjà. Puis, à mesure que les détails s'accumulaient et que le schéma devenait plus clair, cela se transforma en quelque chose de différent, de plus sombre, de plus personnel, car c'est une chose de soupçonner que votre frère vole votre mère, et c'en est une autre d'entendre détail par détail pendant 2 heures exactement comment il le fait. C'est à 20 heures que Maître Rousseau referma son bloc-notes, posa le stylo dessus avec le soin habituel et se pencha légèrement en arrière sur sa chaise avec l'expression de quelqu'un qui vient de terminer un puzzle complexe et qui vérifie que toutes les pièces s'emboîtent. « Bien », dit-il, ce seul mot, dans son ton particulier, équivalait à un diagnostic. « À quel point ?» demanda Émile. « Assez pour commencer. » L'avocat joignit le bout de ses doigts. Ce que M. Romain a, c'est du temps et une structure légale. Des avocats qui ont monté un échafaudage minutieux pendant des mois. Un médecin signataire. Des documents qui, s'ils sont présentés en premier, peuvent établir une narration avant que vous ne puissiez contre-argumenter. Et nous avons quelque chose qui vaut plus que la structure quand elle est bien utilisée. Il regarda le carnet bleu. Nous avons la séquence, date, nom, contradiction vérifiable. La signature du document de transfert peut être expertisée. L'historique clinique réel de votre mère peut être comparé au rapport du docteur Leclerc. Et l'immobilière de l'Île-de-France a un acte de constitution notarié qui est au registre public et que n'importe quel juge peut consulter. « Tant ?» demanda Claire. « Pour faire quoi exactement ? Pour que tout soit prêt avant le 30. » Maître Rousseau la regarda avec cette évaluation rapide qu'il avait déjà utilisée au commissariat. « Si vous, mademoiselle Martin, pouvez m'accompagner demain matin pour déposer une plainte formelle avec le carnet comme base documentaire et votre déposition comme témoignage. Et si vous, dit-il en regardant Émile, pouvez obtenir l'accès au relevé de compte et au registre de l'entreprise familiale que Romain administre, nous avons de réelles chances avant le 30. Et le docteur Leclerc? Le docteur Leclerc est le maillon le plus faible de toute la chaîne. Une pause. Les médecins qui signent de faux rapports sous pression économique se brisent généralement rapidement lorsqu'on leur présente des preuves que le contexte complet va être révélé. Ce ne sont pas des criminels de carrière, ce sont des personnes qui ont pris une mauvaise décision et qui voient soudain les conséquences réelles. Émile hocha lentement la tête. « Avez-vous accès à l'historique médical réel de votre mère ?» demanda Rousseau. « Ma mère garde des copies de tout. » Une petite pause. « Depuis toujours. C'était l'une des choses que mon père lui avait enseignées. Ne jamais laisser les documents importants exister uniquement entre les mains de quelqu'un d'autre. Où les garde-t-elle ? Dans un coffre-fort dans sa chambre, une pause plus longue, que Romain ne connaît pas. Pour la première fois de la soirée, Maître Rousseau esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Bien, dit-il de nouveau. Claire ne rentra pas à l'hôtel particulier cette nuit-là. Ce fut une décision prise d'un commun accord par les trois, sans qu'il soit nécessaire d'en débattre beaucoup. Romain savait que Claire était sortie du commissariat avec Émile et Maître Rousseau. Et bien qu'il ne puisse rien faire légalement pour l'empêcher de retourner dans sa chambre, Madame Geneviève restait la maîtresse de cette maison, et la chambre restait celle de Claire par son décret, il serait imprudent d'entrer sur un territoire
où l'autre avait un avantage de terrain alors qu'ils étaient encore en train de monter la riposte. Maître Rousseau passa un appel et arrangea pour que Claire passe la nuit chez une de ses collègues, une avocate à la retraite qui vivait à 4 rues et qui avait une chambre d'amis avec un lit simple et l'habitude de ne pas poser de questions aux invités qui arrivaient sur recommandation de l'avocat. Émile la conduisit en voiture jusqu'à la porte. Pendant le trajet, 15 minutes par des rues secondaires peu éclairées et le bruit sourd de la ville la nuit, il y eut un silence qui n'était pas gênant, mais de ce genre qui se produit entre deux personnes qui viennent de partager 2 heures de vérité difficiles et qui sont encore en train de les digérer. « Où vous a laissé tout ça ?» Ce fut Émile qui parla le premier. « Depuis combien de temps portez-vous tout cela seul ?» Claire considéra la question. « Depuis le début, on est seul avec les choses qu'on décide de ne pas raconter. » Pause. « 4 mois. Vous n'avez pas eu peur ?»« Si. Et j'ai eu peur quand même. Ce n'est pas incompatible. » Émile regarda la rue devant lui un instant. « Ma mère m'a dit quelque chose ce matin, dit-il. Quand je l'ai vue, avant que je puisse lui raconter quoi que ce soit sur la façon dont je l'ai retrouvée, avant de lui expliquer pour l'hôtel ou les 12 jours, la première chose qu'elle m'a dite a été « Émile, il y a une jeune femme dans cette maison qui a plus de courage que la moitié des hommes que ton père a connus de son vivant. » Claire ne dit rien. « Je n'ai pas l'habitude de croire au jugement rapide, » continua Émile. « Mais ma mère non plus, et en 74 ans, elle ne s'est pas trompée beaucoup. » La voiture s'arrêta devant la maison de l'avocate à la retraite. Claire posa la main sur la poignée de la portière. « Demain à 8 heures au cabinet de l'avocat, » dit-elle. À 8 heures, elle ouvrit la porte, puis s'arrêta une seconde, sans se retourner complètement. « Monsieur Delacroix, Émile. » Une brève pause. « Émile, » dit-elle sans difficulté, comme si le nom lui était déjà familier avant de l'utiliser. « Demain sera une longue journée, je sais. Dormez un peu. » Elle le dit sur le ton que l'on emploie avec quelqu'un dont on sait déjà qu'il ne dormira pas beaucoup, mais dont l'indication est un geste de bienveillance plus qu'une instruction. Émile le reçut ainsi. Vous aussi. Claire dormit 4 heures, ce qui, dans les circonstances, était une réussite considérable. Le lit de l'avocate à la retraite était ferme et sentait la lavande, et la chambre avait une petite fenêtre qui donnait sur une cour intérieure où un figuier frappait doucement la vitre avec le vent. Claire resta à regarder ce figuier dans l'obscurité un moment avant que la fatigue ne la vainque, pensant à la séquence de ce qui allait suivre. La plainte formelle, l'expertise de la signature, l'historique médical réel de Madame Geneviève, l'immobilière de l'Île-de-France et son acte de constitution au registre public, le docteur Leclerc et son maillon faible. Et Romain, quelque part dans l'hôtel particulier, avec l'échafaudage minutieux qu'il avait construit pendant des mois et la certitude, pour l'instant, qu'il contrôlait la situation. Il ne la contrôlait pas, mais il ne le savait pas encore. Et ces heures de différence entre ce que quelqu'un croit contrôler et le moment où il découvre que non, c'était exactement la fissure dont Claire avait besoin. Le lundi fut le jour le plus long de sa vie récente et en même temps le plus ordonné, car quand il y a trop à faire, le cerveau trouve une efficacité qu'il n'a pas dans des conditions normales. La plainte formelle fut déposée à 9 heures du matin au tribunal de grande instance avec Maître Rousseau, accompagnant Claire et le carnet bleu comme document de base. Les personnes qui les reçurent étaient jeunes et sérieuses, avec cette énergie de ceux qui croient encore au travail qu'ils font, et écoutèrent la déclaration de Claire avec une attention sincère, ce qu'elle apprécia sans le mentionner. Pendant ce temps, Émile était entré à l'hôtel particulier tôt le matin. Bernard, de nouveau au portail. Romain, encore endormi à 7 heures, et il était arrivé dans la chambre de sa mère, où Madame Geneviève, avec une lucidité qui démentait tout rapport médical contraire, ouvrit le coffre-fort caché derrière le panneau du placard et en sortit 3 ans d'historique médical réel. Consultation, analyse, diagnostic, tout dans l'ordre chronologique avec l'écriture du docteur Leclerc dans les notes marginales, complètement contradictoire avec le rapport qu'il avait signé pour Romain. Émile photographia chaque page avec son téléphone, puis chercha dans les archives de correspondance de sa mère une autre habitude héritée de M. Étienne. Tout était gardé, tout était daté, et trouva les relevés de compte des 3 dernières années de l'entreprise familiale. Des virements qui ne correspondaient à aucune opération enregistrée, des paiements à l'immobilière de l'Île-de-France, qui apparaissaient dans les registres internes comme des frais d'entretien d'immeubles, sans spécification supplémentaire, et 2 chèques d'un montant considérable signés au nom de Madame Geneviève, à des dates où elle, selon son propre agenda, un autre document qu'elle gardait avec la précision d'une archiviste, était hors de la ville. Au moment où Maître Rousseau revint de sa matinée au tribunal de grande instance, Émile avait tout dans un dossier numérique envoyé à son courriel avec copie à l'avocat. Maître Rousseau le examina en 30 minutes, suffisant, dit-il, et cette fois, il n'y avait aucune réserve dans le mot. Ce qu'aucun des 3 n'avait calculé, c'était la rapidité de Romain. Car Romain,
qui avait passé des mois à construire cet échafaudage avec la patience de quelqu'un qui croit avoir le temps de son côté, avait aussi son propre système d'alerte, des personnes à des postes stratégiques qui le tenaient informé des mouvements pertinents. Et quand l'un de ses contacts lui rapporta cet après-midi-là qu'une plainte formelle avait été déposée au tribunal de grande instance avec le nom d'Émile Delacroix comme plaignant et le nom de Claire Martin comme témoin principal, Romain prit une décision que Maître Rousseau, quand il l'apprit le lendemain, décrivit comme l'erreur classique de l'homme qui croit qu'attaquer est la même chose que gagner. Cette nuit-là, Romain convoqua son propre avocat, celui de Barreau et Associés, celui à la cravate bleu marine, à une réunion urgente dans le bureau aux murs sombres. Et tandis qu'ils se réunissaient, dans la chambre de Madame Geneviève, le figuier frappant la vitre d'une autre fenêtre dans une autre partie de la ville, Émile racontait à sa mère tout ce qui s'était passé. Madame Geneviève écoute bien goût, les yeux verts immobiles sur les couvertures. Quand Émile eut terminé, elle resta silencieuse un instant qui s'étendit suffisamment pour avoir son propre poids. « Et Claire ?» demanda-t-elle finalement. « Va bien ? Elle revient demain. Est-elle en sécurité ?»« Oui. » Un autre silence. « Émile. »« Oui, maman. Ton père disait toujours qu'on connaît la valeur des gens, non pas quand les choses vont bien, mais quand quelqu'un les met en position de choisir. » Elle fit une pause. Romain a choisi. Émile ne répondit pas. Et Claire aussi a choisi. La voix de Madame Geneviève était basse, mais parfaitement ferme, comme toujours, comme une poutre qui soutient. Même si elle ne se voit pas, je veux que quand tout cela sera passé, cela ne soit pas oublié. Ça ne s'oubliera pas, dit Émile, et il le dit de la voix de quelqu'un qui ne fait pas de promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. Dehors, la nuit de la ville continuait avec son bruit sourd et constant, ignorant tout des deux frères dans ce bureau sombre, ni de la femme âgée et de son fils dans la chambre éclairée, ni du carnet bleu qui, dans le cabinet du 8 arrondissement, attendait de devenir la pièce qui allait faire s'écrouler tout ce que Romain avait construit. Mais le 30 approchait, et maintenant, pour la première fois, ce n'était pas Romain qui arrivait en avance. Le mercredi 28, 2 jours avant le 30, le docteur Leclerc arriva au cabinet de Maître Rousseau à 10 heures du matin avec une expression que Claire, assise dans le fauteuil latéral près de la fenêtre, reconnut immédiatement. C'était l'expression de quelqu'un qui vient confesser quelque chose qu'il ne peut plus porter. Il n'avait pas été difficile de le faire venir. Maître Rousseau avait envoyé au docteur, par l'intermédiaire d'un tiers, une enveloppe contenant 3 documents, le rapport médical altéré que Romain avait présenté, une sélection des notes cliniques réelles du propre Leclerc, extraite de l'historique de Madame Geneviève, et une brève lettre, sans menace explicite, qui décrivait simplement l'état actuel de l'enquête et mentionnait, avec la précision chirurgicale qui caractérisait l'avocat, que les experts médicaux du tribunal de grande instance examineraient les 2 documents dans les 48 heures suivantes. Le docteur arriva seul, sans avocat, ce qui était, de l'avis de l'avocat, le premier signe qu'il était disposé à parler. Claire ne participa pas à cette réunion. Elle attendit dehors dans le salon avec les dossiers marrons et l'odeur de vieux livres, pendant qu'Émile et Maître Rousseau parlaient avec le docteur pendant 50 minutes qui, de l'extérieur, parurent plus longues. Quand la porte s'ouvrit, l'avocat passa la tête. « Mademoiselle Martin, pouvez-vous entrer ?» Le docteur Leclerc était un homme d'environ 55 ans, mince, les cheveux entièrement blancs et des mains que Claire, lorsqu'elle lui serra la main en étant présentée, remarqua qu'elles n'étaient pas tout à fait fermes. Elles ne lui parurent pas les mains d'un homme méchant, elles lui parurent les mains de quelqu'un qui avait pris une mauvaise décision et qui avait vécu avec elle assez longtemps pour que le poids se manifeste physiquement. Le docteur Leclerc va faire une déclaration complémentaire devant le tribunal de grande instance, dit Maître Rousseau, avec ce ton neutre qui était en soi un verdict, décrivant les circonstances dans lesquelles il a signé le rapport. Claire regarda le docteur. « Romain l'a fait pression ?» Le docteur hocha la tête une fois sans lever les yeux du tapis vert. Il m'a dit que c'était pour protéger la dame, qu'elle prenait des décisions qui la nuisaient et qu'un diagnostic formel permettrait d'établir des mesures de protection. Une pause. Il m'a dit que c'était temporaire, qu'une fois certaines affaires familiales réglées, le rapport serait retiré. Et vous l'avez cru ? Le docteur leva les yeux pour la première fois. Je voulais le croire, dit-il. Et dans cette distinction entre croire et vouloir croire, Claire le sut immédiatement, résidait toute la différence entre la culpabilité et la complicité. Avec la déclaration du docteur Leclerc et l'historique clinique réel de Madame Geneviève, la base de l'argument de Romain pour la tutelle s'effondra en son point le plus vulnérable. Il n'y avait plus de diagnostic médical valide et sans diagnostic, pas de procédure d'incapacité. Et sans procédure d'incapacité, Madame Geneviève restait exactement ce qu'elle avait toujours été, une femme de 74 ans en pleine possession de ses facultés, avec le droit légal absolu de prendre ses propres décisions concernant ses propres biens,
ce qui signifiait que la signature des documents de transfert que Romain avait besoin avant le 30 dépendait uniquement de la volonté de Madame Geneviève. Et Madame Geneviève n'allait pas signer. Ce qui manquait encore était le plus difficile. Il ne suffisait pas d'arrêter Romain. Il fallait l'exposer, car un homme qui a construit un échafaudage de mois avec ses propres avocats et des contacts stratégiques ne s'arrête pas simplement parce qu'un flanc échoue. Il cherche un autre angle, attend le moment d'inattention, se réorganise. Maître Rousseau l'avait dit avec cette précision qui ne laissait aucune place à l'optimisme prématuré. Le neutraliser légalement est la première étape. L'exposer devant la famille est la seconde. Sans la seconde, la première ne dure que le temps qu'elle dure. La deuxième étape était prévue pour le vendredi 29, un jour avant le 30. Ce fut Émile qui proposa la réunion familiale, non pas comme une confrontation. Ce mot, expliqua-t-il à l'avocat, avait trop de charge émotionnelle et trop peu de contrôle procédural, mais comme une revue de l'état des biens familiaux, ce qui était exactement le genre de phrase que Romain ne pouvait refuser d'entendre sans éveiller des soupçons, car c'était précisément le type de réunion qu'il convoquait lui-même régulièrement quand cela lui convenait. La convocation parvint à Romain par l'intermédiaire des avocats de Maître Rousseau le mercredi après-midi, formelle et correcte, avec en tête et date et la liste des personnes présentes. Émile Delacroix, en sa qualité de copropriétaire des biens de la famille. Madame Geneviève Delacroix, veuve Delacroix, en sa qualité de titulaire des biens, Maître Rousseau comme conseiller juridique des deux et les avocats de barreau et associés, invités dans un souci de transparence et de dialogue constructif. Romain accepta. Il devait accepter. Refuser aurait été en soi une déclaration. Le vendredi 29 se leva sous la pluie. Non pas la pluie polie d'octobre qui convainc sans mouiller entièrement, mais une pluie sérieuse de celles qui arrivent avec du vent et qui font que la ville entière change d'humeur. Les rosiers du jardin de l'hôtel particulier se secouaient contre le mur, et le ciel était de la couleur spécifique du plomb quand il est suffisamment lourd. Claire arriva à l'hôtel particulier à 9 heures du matin. Bernard la reçut au portail avec le thermos, toujours le thermos, et un geste de la tête qui était à la fois bienvenu et avertissement et soutien, tout dans le même mouvement discret de 11 ans d'économie gestuelle. « Comment va la dame » demanda Claire en signant le registre d'entrée. « Elle a bien dormi la nuit dernière selon Madame Thérèse. » Pause. « Elle est prête. Et Romain ? Il est arrivé tard la nuit dernière. Il a passé 2 heures dans le bureau avec quelqu'un au téléphone. » Bernard baissa un peu la voix, sans réelle nécessité car il n'y avait personne d'autre au portail. « Ce matin, il est calme, trop calme. » Claire connaissait ce genre de tranquillité. C'était la tranquillité de quelqu'un qui croit avoir encore un atout dans sa manche. La réunion était prévue pour 11 heures dans la salle de réunion de l'hôtel particulier, une pièce que Claire avait nettoyée suffisamment de fois pour en connaître chaque détail. La table ovale en acajou, les 12 chaises à dossier haut, la vitrine avec les distinctions de M. Étienne, la fenêtre qui donnait sur le jardin latéral, mais qui ce jour-là semblait complètement différente. Elle avait la température spécifique des espaces où des vérités irréversibles allaient être dites. Madame Geneviève arriva la première avec Émile à ses côtés et sa canne à la main droite. Elle s'assit à l'extrémité de la table qui avait toujours été, lors des réunions familiales de M. Étienne, la place du président. Elle le fit sans consulter personne, sans hésiter. Maître Rousseau arriva avec 2 dossiers et son stylo noir à pointe fine. Les avocats de barreau arrivèrent 3 minutes plus tard. 2. Le jeune à la cravate bleu marine et un plus âgé que Claire n'avait jamais vu auparavant, mais qui, par le poids avec lequel il entra dans la pièce, était clairement celui qui prenait les décisions dans ce cabinet. Romain arriva le dernier. Il entra avec cette contenance soigneusement construite que Claire connaissait. Le bon sourire, les vêtements impeccables, la démarche de quelqu'un qui sait exactement l'espace qu'il occupe dans une pièce et l'utilise entièrement. Il salua sa mère d'un baiser sur la joue que Madame Geneviève reçut sans bouger. Il hocha la tête vers Émile avec cette neutralité de celui qui garde son jugement pour plus tard. Il regarda Maître Rousseau avec la cordialité de celui qui reconnaît un adversaire et préfère ne pas le montrer. Il ne regarda pas Claire. Claire se tenait près du mur, près de la fenêtre, non pas comme participante à la réunion. Cela aurait été un autre territoire, mais comme elle l'avait été pendant 4 mois, partie du paysage. Sauf que cette fois, le paysage savait exactement ce qui se passait. Maître Rousseau ouvrit le premier dossier. « Merci à tous d'être ici », dit-il d'un ton qui avait la forme de la courtoisie et la substance d'autre chose. « Nous allons être directs, car le temps de chacun est précieux. » Romain croisa les bras avec une nonchalance étudiée. « Madame Geneviève Delacroix, » continua l'avocat, « a demandé une révision formelle de l'état des biens familiaux administré par M. Romain Delacroix au cours des 3 dernières années. Dans le cadre de cette révision, une série d'irrégularités ont été mises en évidence et doivent être traitées. » L'avocat principal de barreau leva la main. « Maître, si vous me permettez,
Avant de poursuivre, je souhaiterais établir le cadre juridique dans lequel... Un instant, maître Barreau, le ton de Rousseau ne monta pas d'un millimètre. Permettez-moi de terminer le préambule. Barreau baissa la main. Maître Rousseau posa sur la table au centre un dossier ouvert avec la première feuille visible. C'était l'acte de constitution de l'immobilière de l'Île-de-France, avec le nom de Madame Geneviève, au registre de la propriétaire et la date de constitution. À côté, il plaça les relevés de compte avec les virements marqués en jaune. À côté de ceci, le rapport médical du docteur Leclerc, et à côté de celui-là, un nouveau document imprimé le matin même que Claire n'avait pas vu auparavant, mais que l'avocat avait mentionné la veille. La déclaration complémentaire du docteur Leclerc, signée et notariée, décrivant les circonstances dans lesquelles il avait produit le rapport. Tout sur la table, tout visible, tout en ordre. Romain ne changea pas d'expression, mais ses mains, qu'il avait eues sur la table, disparurent dessous. Claire le remarqua. « Monsieur Romain Delacroix, dit l'avocat, a constitué une société immobilière au nom de sa mère, sans sa connaissance ni son consentement. Il a autorisé des virements de fonds de l'entreprise familiale vers cette société, faussement enregistrés comme frais d'entretien. Il a présenté un rapport médical altéré, dans le but d'initier une procédure de tutelle légale qui lui aurait permis d'administrer les biens de sa mère sans sa participation. Et il a signé ou fait signer des documents avec une signature que des experts en graphologie ont vérifiée comme ne correspondant pas à la signature authentique de Madame Geneviève Delacroix. Brève pause. Tout ce qui précède constitue, au terme du Code pénal français, une fraude aggravée, une falsification de documents et un abus de confiance. La plainte formelle a été déposée lundi devant le tribunal de grande instance et il y a un ordre d'enquête actif. Le silence qui suivit dura exactement 4 secondes. Ce fut Romain qui le rompit et il le fit de la seule manière qui lui restait, en niant. « C'est complètement absurde », dit-il. La voix toujours contrôlée, toujours avec cette froideur particulière. Ce sont des accusations sans fondement basées sur l'interprétation malveillante de documents administratifs parfaitement légaux, instigués par... Il fit une pause très calculée et regarda vers l'endroit où se trouvait Claire. Des personnes ayant des intérêts propres à déstabiliser l'administration de cette famille. Madame Geneviève parla pour la première fois depuis le début de la réunion. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en eut pas besoin. Romain, il la regarda. « J'ai ici », dit Madame Geneviève, avec une précision qui démentait toute détérioration cognitive, avec la même éloquence que le soleil dément l'obscurité. Les relevés de compte des 3 dernières années. Je les ai moi-même sortis de mes archives cette semaine. Elle fit une pause. J'ai aussi mes propres notes cliniques de 12 consultations avec le docteur Leclerc, qui ne correspondent en aucun point à ce qu'il a signé dans ce rapport. Autre pause. Et j'ai l'enveloppe qui est arrivée dans mon courrier avec ma signature sur 3 documents de transfert que je n'ai jamais signés. Romain ne répondit pas. Je ne suis pas une femme avec des troubles cognitifs, mon fils. Je suis une femme de 74 ans qui a passé 50 ans à construire quelque chose avec ton père et qui en passe 3 à le voir se démonter. La voix ne se brisa pas. Ce fut pire. Elle devint plus ferme. Je ne signerai rien. Pas maintenant, pas le 30, jamais. Tant qu'il y aura quelque chose à signer dans les conditions où c'était présenté. Maître Barreau et son jeune collègue se regardèrent un instant. Ce fut un instant que Claire lut parfaitement. C'était le regard de 2 personnes qui viennent de calculer le coût de continuer à défendre une position qui n'a plus de fondement. Romain essaya une fois de plus. « Maman, c'est un malentendu. Si vous me laissez vous expliquer, vous m'avez assez expliqué, » dit Madame Geneviève. « Pendant 3 ans. » Ce qui suivit ne fut pas dramatique au sens cinématographique. Il n'y eut pas de cris, pas de coups sur la table, aucune de ces scènes qui, dans les séries télévisées, nécessitent une musique de fond et un gros plan sur le visage du méchant. Ce fut quelque chose de plus calme et pour cela même, de dévastateur. Maître Barreau annonça, d'une voix professionnelle de celui qui calcule les dégâts en temps réel, que son cabinet se retirait de la représentation de M. Romain Delacroix dans toute affaire liée aux biens de la famille, avec effet immédiat, et que si l'un des documents qu'ils avaient préparés contenait une irrégularité à leur connaissance, ils seraient disponibles pour collaborer à l'enquête du tribunal de grande instance dans les termes qui leur seraient demandés. Ce fut la confirmation qui manquait. Romain les regarda quitter le salon avec l'expression de quelqu'un qui vient de voir la dernière planche du pont qu'il traversait disparaître sous ses pieds. Puis il regarda Émile, puis sa mère et pour la dernière fois, avant de se lever et de quitter le salon sans dire un mot de plus, il regarda Claire. C'était le même regard que la nuit de la réception, près d'1 mois plus tôt, la même promesse de conséquences, sauf que cette fois, il était vide de pouvoir réel, et les 2 le savaient. Claire le soutint sans ciller comme la première fois. La différence était que cette fois, quand il sortit, elle n'eut pas à ramasser de plateau. Elle resta debout près de la fenêtre tandis que la pluie continuait de tomber sur les rosiers du jardin,
et elle entendit les pas de Romain s'éloigner dans le couloir principal de l'hôtel particulier qui portait le nom de son père, de sa mère, d'une famille qu'il avait tenté de dépouiller de l'intérieur. Et elle pensa à sa grand-mère Denise aux fissures, à la lumière qui entre par elle, même un petit peu. Ce matin-là, la lumière était entrée à flot, la justice et l'aube. Romain Delacroix quitta l'hôtel particulier. Ce même vendredi après-midi avec une valise moyenne, et l'expression de quelqu'un qui n'avait pas encore entièrement compris que ce qui venait de se produire était permanent. Claire le vit depuis le jardin. Elle ne le chercha pas du regard. C'est le bruit du portail qui la fit lever les yeux. Et quand elle le vit franchir le seuil, la valise à la main et sans regarder en arrière, elle ne ressentit pas ce qu'elle avait espéré ressentir. Ce ne fut pas un triomphe, ce ne fut pas un soulagement au sens pur du terme. Ce fut quelque chose de plus proche de la quiétude qui arrive quand une tempête se termine et que l'air sent encore la pluie, mais qu'il n'y a plus de vent. Un calme qui se souvient du danger, mais qui est malgré tout calme. Bernard referma le portail derrière lui. Puis il regarda Claire avec ce geste qui valait toute une conversation. Elle hocha la tête et continua son jardin. Les jours qui suivirent furent d'une intensité différente de celle des semaines précédentes. Non pas l'intensité du danger, qui a son propre rythme rapide et sa propre clarté urgente, mais l'intensité plus lente et plus lourde des conséquences. L'enquête du tribunal de grande instance avança avec l'efficacité que Maître Rousseau, avec ses contacts et sa précision, sut accélérer aux points cruciaux. Les experts en graphologie confirmèrent la falsification de la signature sur les documents de transfert. Les auditeurs désignés par le juge trouvèrent dans les registres de l'immobilière de l'Île-de-France un schéma de mouvement que Maître Rousseau décrivit devant le tribunal comme une structure de détournement systématique d'actifs familiaux exécutés sur 18 mois. 18 mois. Claire y pensa quand elle l'entendit. Romain avait commencé cela avant qu'elle n'arrive dans cette maison, avant la réception, avant la nuit où une employée lui arrêta la main en l'air. Tout ce qu'elle avait observé, enregistré, documenté dans son carnet bleu, n'était que la surface visible de quelque chose qui se construisait depuis beaucoup plus longtemps dans les profondeurs, ce qui signifiait aussi que si personne n'avait regardé avec une attention suffisante au bon moment, cela aurait pu se terminer sans que personne ne le voie jamais. Romain fut cité formellement par le tribunal de grande instance le mardi de la semaine suivante. Il ne fut pas arrêté immédiatement. Le processus légal a ses propres délais, lent et souvent frustrant pour ceux qui attendent la justice avec urgence, mais il fut mis en examen pour fraude aggravée et falsification de documents avec des restrictions qui incluaient l'interdiction de quitter le territoire et la suspension temporaire de ses facultés d'administrateur des biens de l'entreprise familiale Delacroix, en attendant la résolution judiciaire. Maître Rousseau expliqua la portée réelle de cette résolution à Madame Geneviève et à Émile lors d'une brève réunion dans le cabinet du 8 arrondissement. Ce n'est pas la fin du processus, c'est le début de la fin. Les processus de cette nature prennent du temps, mais la structure que votre fils a construite n'a plus de fondement. Les biens sont protégés, l'administration est sous surveillance judiciaire, et le récit de la détérioration cognitive a été complètement discrédité. Romain peut engager les meilleurs avocats du pays, et il va essayer. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est redonner au papier une histoire qui a déjà été racontée avec des preuves. Madame Geneviève écouta tout, les mains immobiles sur les genoux. Quand l'avocat eut terminé, elle posa la seule question qui lui importait. La maison est-elle protégée? Elle est protégée. Et les terrains de l'Île-de-France réintégrés au patrimoine familial sous tutelle judiciaire. Madame Geneviève hocha la tête une seule fois. Merci, maître. Et elle ne dit rien de plus sur le sujet. Claire sut que quelque chose avait changé dans l'hôtel particulier, non pas par un événement spécifique, mais par l'accumulation de petites choses qui, soudain, étaient différentes. Madame Thérèse sifflait en préparant le petit déjeuner de la dame, ce que Claire ne l'avait jamais entendu faire. Bernard arrivait au portail 10 minutes avant l'heure, sans que personne ne le lui demande. Le personnel de la maison se mouvait avec une aisance qui, les semaines précédentes, avait été contractée, comme si tous avaient marché prudemment sur une surface dont ils ne savaient pas si elle allait les soutenir. La surface tenait bon, et cela se voyait dans le corps de chaque personne qui vivait et travaillait dans cet espace. Ce fut Madame Geneviève qui demanda à Claire, le deuxième jeudi après la réunion, de monter dans sa chambre, par Madame Thérèse, non par Marc, qui avait demandé 1 semaine de congé et n'était pas revenu, ce qui, de l'avis de Bernard, était la réponse la plus honnête que l'on puisse donner à une certaine catégorie de situation. Directement depuis le couloir, avec cette voix douce et précise, que Claire connaissait déjà comme l'un des sons les plus fiables de son monde récent, elle monta. La chambre de Madame Geneviève était différente, les rideaux complètement ouverts pour la première fois depuis la semaine où la dame s'était mal réveillée, la lumière de l'après-midi entrant en larges bandes dorées qui tombaient sur le tapis persan et la coiffeuse et le lit, et Madame Geneviève debout près de la fenêtre,
sans sa canne, ce qui était en soi une déclaration, regardant le jardin d'en bas, avec cette expression de quelqu'un qui regarde quelque chose et le voit en même temps. Claire attendit près de la porte. « Venez ». Elle s'approcha. Elle resta debout à ses côtés, regardant aussi le jardin, les rosiers remis de la pluie, les rosiers du nord que Claire avait trop taillés la semaine dernière et qui poussaient de nouvelles pousses, la fontaine de pierre avec son murmure constant, le tilleul qui avait perdu toutes ses fleurs, mais qui avait déjà le nouveau vert de quelqu'un qui prépare la saison suivante. « Je veux que vous sachiez quelque chose, » dit Madame Geneviève. « Dites-moi. Ce que vous avez fait dans cette maison n'était pas seulement d'arrêter une main. » Elle fit une brève pause, du genre que les gens utilisent quand ils pèsent leurs mots avant de les dire, non pas parce qu'ils en doutent, mais parce qu'ils savent qu'ils ont du poids. Ce que vous avez fait, c'est voir. À un moment où je commençais moi-même à douter de ce que je voyais, vous avez vu plus clairement que quiconque, et vous l'avez gardé. Et vous l'avez utilisé au bon moment. Autre pause. Ce n'est pas rien, Claire. C'est exactement le genre de choses qui change le résultat d'une histoire. Claire regarda le jardin. N'importe qui aurait fait la même chose. Non. La voix de Madame Geneviève fut directe, sans cruauté ni condescendance. N'importe qui, non. Vous, oui. Il y a une différence, et cela ne vous fait aucun bien de l'effacer. Claire ne répondit pas. En bas dans le jardin, la fontaine de pierre continuait son murmure constant. « Je veux vous faire une proposition », dit Madame Geneviève. « Laquelle ? Émile va rester. Il a l'intention de s'installer ici définitivement. Il y a des raisons personnelles et professionnelles qui le rendent préférable au retour en Europe, et je ne vais pas faire semblant de ne pas en être heureuse. » Une légère chaleur dans la voix en disant cela. L'administration de la maison va devoir se réorganiser et j'ai besoin de quelqu'un de confiance dans un rôle qui n'est pas celui d'employé de maison. Claire la regarda. Quel genre de rôle? Coordinatrice du personnel et de l'opération de la maison. Madame Geneviève soutint son regard avec la fermeté tranquille habituelle, avec un contrat formel, un salaire révisé et la possibilité d'étudier ce que vous voulez étudier en parallèle avec le soutien de la famille. Parce qu'une personne qui documente des preuves avec la précision avec laquelle vous l'avez fait devrait avoir une formation dans ce qui l'intéresse le plus, droit, administration, peu importe. Et il n'y a aucune raison au monde pour qu'elle ne l'ait pas. Claire ressentit quelque chose qu'elle ne sut pas nommer avec exactitude. C'était trop grand pour être de la surprise et trop nouveau pour avoir déjà un nom. Cela ressemblait à beaucoup de choses à la fois. De la gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus proche de la reconnaissance, la sensation spécifique que quelque chose que l'on porte depuis longtemps vient d'être vu par quelqu'un d'autre, et nommé à voix haute, et que cet acte de le nommer le rend plus réel et en même temps plus léger. Je ne sais que dire, madame. Dites oui ou dites non, ou dites que vous avez besoin d'y réfléchir, ce qui est aussi une réponse valable. Claire pensa à sa grand-mère Denise dans le petit appartement de la banlieue, aux 14 ans de travail et aux 4 mois d'observation, et au carnet bleu rempli de dates et de noms et de schémas que personne d'autre n'avait vu jusqu'à ce qu'il soit nécessaire que quelqu'un les voie. Elle pensa aux fissures, à la lumière. « Oui », dit-elle. Madame Geneviève hocha la tête de cet hochement qui était conviction avant protocole. « Bien, ce ne fut que cet après-midi-là, en descendant l'escalier principal de l'hôtel particulier, les mains libres et le cœur quelque part entre la poitrine et la gorge, que Claire croisa Émile dans le couloir du premier étage. Il venait du bureau avec un dossier sous le bras et les cheveux légèrement en désordre, avec cette énergie de quelqu'un qui travaille depuis des heures sur quelque chose qui lui tient à cœur. Il s'arrêta quand il la vit. « Vous lui avez parlé ?» « Oui. » Et j'ai dit « oui ». Quelque chose dans l'expression d'Émile se posa de la même manière qu'un tableau légèrement de travers trouve soudain sa place correcte sur le mur, sans drame, sans emphase, juste la satisfaction tranquille que les choses soient là où elles doivent être. « Bien », dit-il. Et puis, avant de continuer dans le couloir, « Claire. » « Oui ?» Il le dit lentement, avec le soin de celui qui choisit les mots, non par difficulté, mais par respect pour leur propre poids. « Merci. » Ce n'était pas une phrase de protocole, c'était exactement ce que c'était. 2 mots qui portaient le poids de tout ce qui s'était passé ces dernières semaines et qui n'avaient pas besoin de plus. « De rien », dit Claire. Et les deux continuèrent leur chemin dans le couloir de l'hôtel particulier de la Croix, dans cette direction qui restait encore à définir entièrement, mais qui, d'une certaine manière, à ce moment-là, avait déjà la bonne forme. Les mois qui suivirent furent d'une normalité qui, au début, semblait étrange après tant de tensions, et qui ensuite s'installa en quelque chose qui ressemblait beaucoup à la vie qui aurait dû avoir lieu dans cette maison depuis bien longtemps. Madame Geneviève se rétablit complètement. Il n'y avait rien à récupérer au sens médical. Sa santé avait toujours été celle que ses propres notes cliniques décrivaient, robuste pour son âge, avec la surveillance raisonnable que requiert toute personne de 74 ans. Mais il y avait quelque chose à récupérer dans un autre sens. Le droit de se mouvoir dans sa propre maison,
sans mesurer chaque geste, sans se demander si la prochaine signature que quelqu'un lui mettrait sous les yeux était ce qu'elle prétendait être. Ce droit qui n'aurait jamais dû être perdu redevint sien avec la même naturalité qu'un jardin donne de nouvelles fleurs après une saison de pluie. Elle sortait dans le jardin les après-midi. Claire la trouvait souvent là, assise sur le banc de pierre près de la fontaine, avec un livre ou 100, regardant les rosiers ou le tilleul ou le ciel au-dessus de Paris, avec cette expression de quelqu'un qui a 74 ans bien vécu et connaît la différence entre regarder et voir. Parfois elle parlait, parfois non. Les deux choses étaient également confortables. Le procès contre Romain prit, comme l'avait averti Maître Rousseau, son propre temps. Mais le temps ne joua pas en sa faveur. Les avocats qu'il engagea, et il engagea de bons, avec les dernières ressources qu'il put réunir de comptes que l'audit judiciaire n'avait pas encore réussi à bloquer, trouvèrent que les preuves recueillies dans le carnet bleu, combinées à la déclaration du docteur Leclerc, au registre de l'immobilière de l'Île-de-France et à l'expertise de la signature falsifiée, formaient une chaîne très difficile à contester, sans que chaque argument ne produise plus de questions embarrassantes. Romain fut condamné 17 mois après la réunion dans la salle de réunion pour fraude aggravée et falsification de documents. La sentence incluait la restitution de tous les actifs détournés au patrimoine familial, des restrictions civiles considérables et une peine suspendue conditionnée à l'exécution d'accords réparatoires que Maître Rousseau négocia avec la même précision qu'il faisait tout le reste. Madame Geneviève n'alla pas au tribunal le jour de la sentence. Elle resta à la maison. Cet après-midi-là, quand Claire monta avec le thé de 18 heures, une habitude qui s'était installée entre les deux, sans qu'aucune ne le propose formellement, elle la trouva dans le fauteuil près de la fenêtre, le livre fermé sur les genoux et les yeux dans le jardin. « Vous savez déjà ?» demanda Claire en posant le plateau sur la commode. « Émile m'a appelé il y a 1 heure. Comment va Madame Geneviève ?» Elle considéra la question un instant. « Triste, dit-elle. Comment on est quand quelque chose qu'on espérait différent finit par être exactement ce que c'était ?» Une pause. « Romain était mon fils avant d'être ce qu'il s'est avéré être. Ça ne s'annule pas, on le porte juste. » Claire ne dit rien. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse, seulement de présence. Elle s'assit dans le fauteuil en face de Madame Geneviève comme tant d'après-midi auparavant, et les deux regardèrent ensemble le jardin, tandis que la lumière du soir devenait plus dorée et plus calme sur les rosiers, et la fontaine et le tilleul, qui à ce moment-là avaient déjà de nouvelles fleurs, couleur lilas pâle, qui tremblaient légèrement au vent. Le jour où Claire entra au premier semestre de la licence de droit à l'université Paris-Dauphine, avec une bourse partielle que Maître Rousseau géra avec la même efficacité qu'il gérait tout, et le complément que Madame Geneviève avait promis sans en faire un sujet plus important qu'il ne l'était, elle arriva à l'hôtel particulier cet après-midi-là, les livres neufs sous le bras et une sensation qu'elle mit du temps à identifier parce qu'elle n'était pas entièrement familière. C'était de la fierté, oui, mais pas la fierté d'avoir gagné quelque chose. C'était la fierté plus tranquille et plus solide de celle qui commence quelque chose qui aurait dû commencer plus tôt et qui sait maintenant que le temps n'a pas été perdu, mais s'est accumulé sous une autre forme. Bernard l'attendait au portail avec le thermos. « Comment ça s'est passé ?»« Bien. Difficile un peu. » Et Claire sourit. Un vrai sourire, sans couche ni précaution, de ceux qu'on se permet quand on est dans un endroit où on peut se les permettre. « Et je suis resté de toute façon. » Bernard hocha la tête avec cette moustache honnête et cette économie de 11 ans devant le portail. Bien sûr que oui. Ce fut un mardi de mars, près d'1 an après la nuit de la réception, quand Émile lui demanda si elle voulait dîner avec lui. Ce ne fut pas une question élaborée, ce ne fut pas une scène préparée. Ce fut dans le couloir du premier étage, en se croisant après qu'elle fut descendue de la réunion hebdomadaire avec Madame Geneviève et qu'il monta du bureau avec le même dossier habituel sous le bras. Et il s'arrêta et dit avec la simplicité directe qui était sa nature, « Dînez-vous avec moi ce soir. Il y a un endroit dans le Marais que je veux essayer et je préfère ne pas y aller seule. » Claire le regarda. Elle pensa à toutes les distances qui existaient entre les deux, les distances que le monde avait construites avec beaucoup de soin pendant longtemps. Le nom de famille, l'argent, l'hôtel particulier, le tablier gris. Elle pensa à combien de ces distances tenaient toujours et à combien s'étaient estompées sans que personne ne les nomme, en l'espace d'1 an de travail partagé et de vérités difficiles traversées ensemble. Et des après-midi dans les couloirs d'une maison qui, d'une certaine manière, sans que personne ne le prévoie, était devenu quelque chose qui ressemblait à un foyer pour les deux. Elle pensa aussi à sa grand-mère Denise aux fissures, à la lumière. « Oui, dit-elle. Ce ne fut pas une fin de série télévisée au sens littéral du terme. Il n'y eut pas de musique de fond, pas de gros plans sur le visage du héros, aucune de ces scènes que les histoires de ce genre construisent avec tant de soin. Ce fut quelque chose de plus proche de la vie réelle, qui arrive sans annonce et sans cadre doré, mais qui, quand elle est enfin là, a une solidité qu'aucun décor construit ne pourrait avoir.
Ce qu'il y eut 8 mois après ce premier dîner dans le Marais, ce fut un petit mariage, très petit, dans le jardin de l'hôtel particulier de la Croix, un samedi de novembre avec ce soleil de saison sèche qui à Paris a la clarté spécifique des choses qui durent. Propre, sans excès, complètement réel. Les invités étaient peu nombreux. Maître Rousseau, qui arriva avec un cadeau qui était évidemment un livre, et personne n'en fut surpris. Bernard, qui arriva avec son uniforme de gardien parce qu'il n'avait pas d'autres vêtements de cérémonie, et qui s'avéra être la personne qui pleura le plus de tous, de ce pleur honnête que seul se permet celui qui n'a aucune raison de feindre de ne pas ressentir ce qu'il ressent. Madame Thérèse, qui prépara le banquet seule avec l'efficacité de 22 ans et qui ne laissa personne entrer dans la cuisine pour l'aider, car l'aide en cuisine ne fait qu'encombrer. Quelques camarades de la faculté de Claire, quelques amis d'Émile de son époque européenne, qui arrivèrent par différents vols et qui coïncidèrent dans l'étonnement tranquille de celui qui connaît quelqu'un depuis des années et le voit soudain dans un moment de lumière qui le définit complètement. Et Madame Geneviève assise à la place d'honneur sous le tilleul en fleurs. Novembre n'était pas sa saison, mais cette année-là, l'arbre avait fleuri de nouveau, hors saison et sans explication, de cette manière capricieuse qu'ont parfois les arbres de faire ce qu'ils veulent. Avec son tailleur beige et sa canne de bois sombre et les yeux couleur ambre plus vifs que Claire ne les avait jamais vus, elle ne pleurait pas. Elle regardait avec ce regard que Claire connaissait déjà, celui qui voit et nomme en même temps, celui qui enregistre les choses importantes sans besoin d'archivage, parce qu'il les garde quelque part de plus profond et de plus permanent que n'importe quel tiroir ou dossier ou coffre-fort. Quand le moment arriva et que Claire passa devant elle en direction du petit hôtel improvisé entre les rosiers et la fontaine, Madame Geneviève tendit la main et prit la sienne pendant exactement 3 secondes. Elle ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. Dans ces 3 secondes, tout était là. La nuit de la réception et la main arrêtée en l'air, et le carnet bleu, et les après-midi de thé près de la fenêtre, et la lumière qui entre par les fissures, et les 17 mois de procédure légale, et le premier jour de la faculté, et le dîner dans le Marais, et les 8 mois qui avaient construit lentement, et avec soin ce qui, ce matin de novembre, était nommé à voix haute sous un tilleul fleuri hors saison. Claire lui serra la main et continua de marcher. Cette nuit-là, bien après que les invités fussent partis, et que la maison eut retrouvé sa quiétude habituelle, Claire sortit seule dans le jardin. Il était tard. La ville la nuit a son propre son, lointain, constant, comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Et le jardin sous ce son était un espace qui appartenait à une autre échelle de temps, plus lente, plus profonde, plus semblable aux choses qui durent. Elle s'assit sur le banc de pierre près de la fontaine. Elle pensa à sa grand-mère Denise, au petit appartement et aux problèmes pliés comme du linge et aux fissures où la lumière entre. Elle pensa aux 14 ans de travail et au carnet bleu, et à la nuit où elle arrêta une main en l'air sans savoir exactement où cela allait la mener. La fontaine de pierre continuait son murmure. Les rosiers étaient d'un magenta foncé sous la lumière des lampes de sécurité. Le tilleul, déjà sans fleurs de nouveau, attendait sa prochaine saison avec la patience tranquille des arbres qui savent qu'ils reviennent. Claire Martin. Claire Martin de la Croix, depuis ce matin. Bien que le nom lui allât encore un peu grand, comme les vêtements neufs que l'on achète en sachant qu'avec le temps ils s'adapteront au corps, elle respira l'air du jardin qu'elle avait taillé et arrosé et soigné pendant plus d'1 an. Et elle pensa que sa grand-mère avait raison. Les fissures existent et par elles, si l'on apprend à regarder, entre exactement la lumière suffisante.